Allez. Si nombreux. Merci d'être venus, effectivement, si nombreux. On va commencer, puis les autres arriveront en cours de route, parce qu'on a un petit... Daniel Gossens a un rendez-vous à 19h, donc il faudra qu'il quitte un peu plus tôt. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les auteurs qui ont répondu présents, qui nous ont fait confiance pour cette conférence. Je remercie aussi les éditeurs, Hibou Édition, Fluide Glacial qui a également communiqué sur notre événement, Métal Hurlant, les Humanoïdes associés, la librairie Super Héros juste derrière qui tient le stand avec des exemplaires à disposition, l'abbatiale de Saint-Jean-des-Prés, bien sûr, pour les locaux, et je précise aussi qu'une captation vidéo est réalisée en ce moment, et nous communiquerons dessus dès qu'elle sera mise en ligne. Alors, on va faire un déroulé comme suit. Donc, dans un premier temps, on va vous diffuser donc les deux petites surprises dont on parlait sur le prospectus, qui sont en fait des messages vidéo d'éminents dessinateurs, donc réalisés en prévision de cet événement. Une discussion ensuite sur l'histoire et la transmission de la bande dessinée aura lieu entre nous, que j'aurai l'honneur d'animer. Je poserai quelques questions et ensuite je pense qu'une conversation pourra aussi s'engager entre vous. Une séance de questions-réponses avec le public si vous avez des questions bien sûr. Et ensuite une séance dédicace qui sera organisée à la fin de la conférence. Je précise qu'il s'agira en priorité des albums achetés sur le stand. Ensuite, on verra en fonction du temps qui nous restera si on peut signer aussi d'autres albums que vous aurez apportés avec vous. Alors, je vais commencer déjà par une présentation assez succincte de nos invités. Je commence par Wilfried, qui est à ma gauche, romancier, poète et biographe. Il a publié son premier roman à 22 ans, intitulé État de siège, sous la direction de Guillaume Dustan. Il a enregistré également des albums de poèmes sonores avec la DJ Ève Daran et le poète Naché. Il a publié en 2023 un album de poèmes mis en musique et illustré par de grands noms tels que Jean-Marc Rochette, Charlie Couture, Jacques Debord, etc. Et il a enfin consacré l'année dernière une biographie magistrale, qu'on peut dire de référence, à Dino Tanasio, donc le doyen de la bande dessinée franco-italo-belge, qui va fêter ses 100 ans dans une semaine, le 8 mai. Une première biographie avait été consacrée à Dino par Alain de Keuch en 2006, je crois, mais elle était un peu plus succincte. Donc toi, effectivement, tu complètes ce travail qui témoigne aussi d'un travail de documentation vraiment incroyable. Alors Dino Atanasio, je le rappelle, qu'on connaît surtout pour avoir été le premier dessinateur de la série Bob Moran. Il a réalisé les illustrations à l'intérieur des romans d'Henri Verne, publiés aux éditions Marabout à partir de 1953. Il a fait des dessins des premiers albums de BD de Bob Moran, depuis L'Oiseau de Feu en 1959 jusqu'au Collier de Shiva en 1962. Il est aussi connu pour ses albums Spaghetti, Modeste et Pompon, Johnny Goodbye, etc. Et d'ailleurs, Wilfried prépare une seconde biographie, cette fois d'un autre dessinateur iconique belge qui est François Ouetteli. Jean-Luc Frontal, qu'on ne présente plus, le seul scénariste de cette conférence, mais aussi éditeur et un peu touche à tout, puisque, outre la bande dessinée, il s'est impliqué dans la publicité, la presse, la télévision, le dessin animé, la littérature, avec des romans notamment pour la jeunesse, comme Robert, alors je ne sais pas comment on prononce Robert, en 2017, voilà, des récits de voyage, etc. Jean-Luc a été entre autres un pilier de la revue Métal Hurlant, dont on fête cette année les 50 ans, puisqu'il a dirigé Métal Aventure, une filiale de Métal Hurlant, dédié à l'aventure de 83 à 85. Il a aussi été rédacteur en chef de Métal de 85 à 86, directeur de deux Noël graphiques. À son actif, on peut noter des scénarios de séries télévisées, Médecin de nuit, Navarro, la série Il était une fois, qui sont des adaptations de contes de Perrault, Grimm, Andersen, par des grands noms de la BD et de l'illustration, tels que Mobius, Charlie Schlingo, Bouc, Sestac, Cabu et Daniel Gossens, ici présent. Pour la BD plus spécifiquement, on peut noter Le Coup de Prague avec Max Iman, Les Aventures d'Hergé Barthélemy, la collection Simenon avec Loustal, Isler et dernièrement Laureline Mathieusi, puisque le dernier album qui va sortir dans quelques jours, je crois, qui est sorti d'ailleurs, Les Clients d'Adrenos, à Laureline Mathieusi au dessin aux éditions d'Arnaud. Alors après un pilier de Métal Hurlant, voici un pilier de Fluide Glacial dont on fête aussi les 50 ans cette année, Daniel Gossens, qui a intégré le magazine en 1977, après être passé chez Pilote. Alors il a intégré Fluide par l'intermédiaire notamment de Gottlieb, qui avait remarqué ses récits courts publiés dans Pilote. On me demande si c'est pas correct.
Il a publié dans les revues Psychopathe, PLG, À suivre, etc. On lui doit donc de nombreux albums, La vie d'Einstein, l'encyclopédie DBD, Route vers l'enfer, et surtout la série iconique de Georges Élié, romancier, en une dizaine de volumes parus entre les années 90 et 2010. Le dernier album remonte à 2022 avec l'apport de l'univers. Alors le style de Daniel Gosselin bien sûr est très reconnaissable, un style en effet comique avec des traits parfois caricaturaux, le fameux gros nez caractéristique, mais à la visière également du réalisme, avec des albums plus réalistes dans le tracé, comme par exemple L'homme à la valise ou L'esprit, le corps et la graine. L'humour de Daniel Gosselin c'est absurde, décalé, déjanté, parfois grotesque, et également bourré de références culturelles, de jeux de mots et sur les mots, et sur les figures de style. Non, c'est pas le substance, c'est un style de l'humour grotesque. On verra donc justement quelles ont été ses influences de Euclide au Monty Python. Daniel Gosselin c'est aussi Grand Prix de la ville d'Angoulême de 97, et il a également plusieurs cordes à son arc puisqu'il est également chercheur en intelligence artificielle et enseigne à Paris 8 au sein du laboratoire d'informatique avancée de Saint-Denis. Donc on verra aussi comment Daniel Gosselin s'est découvert l'IA, et on se demandera s'il y a l'avenir ou non de la BD, faut-il l'encourager, se résigner ou en avoir peur. Le Benjamin de la conférence en forme Bastien Vives, qui est également un représentant des nouvelles formes de la BD avec le roman graphique et le manga. Alors Bastien a une formation en art appliqué, en art graphique, en cinéma d'animation. Il publie son premier album Elle en 2007 et fait une entrée fracassante sur le devant de la scène dès 2008 avec Le goût du chlore qui obtient le prix Révélation du Festival d'Angoulême. Il enchaîne ensuite les succès critiques avec la série Cours l'Empire qu'il co-signe avec Merwan, Paulina en 2011, Grand Prix de la critique, et qui sera d'ailleurs même adapté au cinéma par Valérie Muller et Angéline Prélocal. La série Last Man avec Balak et Mickaël Sans-la-Ville qui sera déclinée en série d'animation et en jeu vidéo. On peut citer aussi Une sœur en 2017, là encore adapté au cinéma par Charlotte Lebon. Le film s'intitule Falcon Lake. Il reprend en 2020 Quantum Maltese, scénarisé par Martin Kénéen. Il réalise aussi des BD érotiques, Les Lions de la colère, de Charlotte, de Chemises, etc. Voilà, dont certains, on fait un petit peu polémique, mais ce n'est pas bien sûr l'objet de la conférence. Le dernier album publié est en 2024, La vérité sur l'affaire Vives, relatif justement à cette polémique, chez Charlotte Éditions, et sortira dans quelques jours, donc Lune de miel chez Casterman. Voilà, mais là encore, il y a plusieurs Bastien Vives. On peut dire que c'est le point commun de tous nos intervenants, d'être multiple, puisque son style varie entre comique, et encore on peut dire grotesque, caricature, réalisme et poésie. Ainsi, le journal Libération l'a qualifié en 2012 de, je cite, tête de pont de la nouvelle génération de BD, et distingue trois styles chez Bastien, l'un tendre et poétique, l'autre épique, et un dernier fantasme, potache, et un petit peu porté sur la chose, avec la BD érotique. Enfin, moi-même, Guillaume Lariès, fondateur de la revue culturelle en ligne À Rebours, créée en septembre 2024, qui sortira son premier numéro papier en fin d'année. J'ai collaboré aussi à d'autres revues en ligne et papier. Dans ce cadre, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer notamment Henri Verne, Gérald Forton, Jos Bart et pour À Rebours, donc Dino Atanasio, en compagnie de son fils Alexandre qui est présent, qui est là. Et donc de Wilfried, j'ai aussi interviewé Bastien Vives et l'illustrateur Jean-Michel Nicolet, une autre figure de Métalloran. Alors, pourquoi ce thème? Sans être trop long, puisque l'objectif quand même est de faire parler nos invités, cette idée m'est venue lors de l'échange que j'ai eu justement l'année dernière avec Dino. Alors comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec de grands témoins d'un monde disparu, celui des grandes œuvres de la BD, des années 40-50 et même un peu au-delà, des années 60-70, et j'ai été très émerveillé de voir comment justement la BD, qui n'a plus rien à voir avec celle qui peut être faite maintenant, a pu fonctionner de l'intérieur et comment elle est affaire de transmission entre générations. Alors, nous n'allons pas faire l'histoire de la BD, car ça prendrait bien sûr trop de temps. On peut remonter au XIXe siècle avec un certain Rodolphe Töpffer qui a théorisé la toute première bande dessinée dès 1831, dans sa préface à l'histoire de M. Jabot. On peut sauter les années, arriver à la fin du 19e, début 20e, avec le succès en France notamment de Bécassine qui apparaît dès 1905. La BD a fait son apparition dans divers pays d'Europe, en Espagne, avec les Téléos, en Italie avec les Fumetti, et surtout aux États-Unis, qui exploseront dans les années 30 avec les comic strips et les comic books. Ces comics sont pour leur très grande majorité pour sujet des thèmes liés à l'aventure, donc la SF, le policier et les super-héros, et qui aboutiront en 1940 au fameux Captain America, qui jouera un grand rôle dans la propagande de guerre contre le totalitarisme. Alors citons de grands noms, Tom Canny, Alex Raymond, Lee Falk, etc.
Et alors, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que ces comics américains ont inspiré un jeune dessinateur italien de Fumetti, qui a réalisé ses premières illustrations dans les années 40, d'où aussi le titre de cette bande dessinée, de cette conférence, pardon, et qui s'est installé dans le royaume de la BD, c'est-à-dire la Belgique, en 1948. Il a intégré le journal Tintin et a réalisé sa toute première couverture en 1949, une illustration d'un conte de Jean Rey. Cet auteur, c'est bien sûr Bruno Tanasio, on en a parlé. Alors avant d'entrer dans le dur de la discussion, je vous propose de regarder deux vidéos. Il s'agit de courts entretiens réalisés à l'occasion de cette conférence le mois dernier, l'une avec Dino et l'autre avec François Wattier. Concentrez-vous sur les sous-titres. J'ai commencé à 6 ans, donc c'était nulle part. Et j'ai fait en façon de faire des études même moi-même, et jusqu'à quand, après les études normaux, j'étais entré à l'Académie des Beaux-Arts à Milan, oui, de Brera. Et j'ai obtenu la plus haute distinction. J'en ai eu beaucoup, vous savez. Je suis entré au journal. Tintin, après toutes ces histoires de dessins comme ça, c'est compliqué, mais c'est simple. En 1948, donc j'en ai pas comme rien. Mais alors, en Belgique, on m'a appelé encore des mois plus tard, disons des années, pour faire une collaboration directe. Oh, moi, j'ai eu des influences surtout des Américains, Milton Caniff, Van Dyke et Flash Gordon, toutes des histoires réalistes ou humoristiques. Il y avait bien sûr Topolino qui était Mickey Mouse. Enfin, j'ai fait une carrière, je faisais des dessins à droite et à gauche. Enfin, ça m'a rapproché. Comme maintenant que je suis fini. Tout le monde travaillait chez moi. Ma femme, après ma fille qui est devenue grande, mon frère, les BD, on les vendait. C'était l'époque de la BD. Et quand il y a une certaine acceptation, je veux dire, on vous demande à droite, à gauche, à droite. Alors c'est la belle vie. Je suis né dans la BD dans le ventre. C'est pas formidable pour moi qui avait un certain âge, en plus, je venais du Japon, c'est très éloigné de la façon de faire, de dessiner, de la mise en page, des grands plans. C'était tout à fait un dessin animé extraordinaire, que je ne comprends pas spécialement. Je vais bien accepter cette façon de formuler parce que vous savez, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Voilà la phrase finale. Et chez moi, c'est l'âge, c'est tout. J'ai 100 ans maintenant. Alors la question c'est comment est-ce qu'on t'a mis le pied à l'étrier dans le métier et quelles sont tes influences dans la BD? Personne n'a mis le pied à l'étrier dans le métier. C'est un métier, c'est pas considéré comme un métier. C'est un hasard. J'ai toujours dessiné et c'est en recopiant même des trucs de Tintin et de Spirou que je mis à faire ça. Même si je sais, j'en ai faire ça un jour, mais j'en rappelle 8 ans. Hein. C'est tout. Mais le pied, personne n'a mis le pied à l'étrier. C'est parce qu'en fait, après, on m'a aidé, quand j'étais président marié, puis pays, j'ai dit que je comprends dans le Maroc, c'était un bon métier quand même, malgré tout. Mais le pied à l'étrier, je me suis mis tout seul. En fait, comme on est tous beaucoup de dessinateurs et ce qu'on appelle des autodidactes. On apprend en fait en copiant ce qu'on voit. Et c'est là qu'on voit qu'on pourra continuer, qu'on pourra en principe continuer. Mon père dessinait un petit peu, j'ai essayé de recopier les dessins que mon père faisait. C'est tout ancien. Hein.
Voilà. Voilà. C'est une question un peu vaste. Hein. Oui, ce qui a profondément changé dans le métier. Il y avait très peu de dessinateurs avant, il y en a beaucoup parce qu'on s'est rendu compte sur la zone des années que c'était un métier quand même. Et il y en a beaucoup qui sont passionnés par ça, qui ont fait à certains, c'est pas résister parce que c'est vraiment difficile. Mais maintenant, par rapport à toute cette époque-là, il y a beaucoup qui se fait à bande dessinée. Mais actuellement, mon regard là-dessus, bah, c'est en fait quand j'ai lu un petit roux, toutes ces BD, ils sont poussés pour les gens de mon âge, hein, le magasin, et puis avant, la bande dessinée, tout à fait précis, on ne peut pas, tout ce qu'on fait maintenant, il y a un choix multiple de possibilités, chacun qui raconte leur vie, c'est dans l'intérêt de ça, mais très souvent, l'influence du manga, c'est comme une polluer, en fait, la bande dessinée européenne. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est pas que quand on fait professionnel, il faut continuer à faire ce qu'on fait, et puis c'est tout. Il faut faire son boulot, son boulot. Et les gens aiment bien, en général, ils aiment bien. Moi, je ne pas me plaindre de ce côté-là. Hein. Mais enfin, ça évolue, évidemment, bien sûr. Il y a de plus en plus de dessinateurs, et malheureusement, beaucoup font ça avec les moyens techniques, transmission par ordinateur et tout. Ça rend les choses un peu plus froides. Maintenant, beaucoup de dessinateurs ne se connaissent plus, il n'y a pas de réunion dans les rédactions. La bande dessinée, comme les autres, c'est moins familial. Avant, le dessinateurs se connaissaient bien, ils sortaient tous ensemble. Et bon, c'est une autre histoire. Hein. Donc ici, on te demande ce que tu penses de la jeune génération d'auteurs et d'autrices. Les jeunes générations, ils n'ont pas 15 ans, il faut commencer. C'est des gens qui ont déjà quand même pas mal de bouteilles, c'est-à-dire, c'est des gens qui dessinent déjà depuis longtemps. Ils sont, peut-être, 25 ans, ça peut arriver, et même plus, hein. Mais, sur la jeune génération, sur la jeune génération, les gens pensent plus grand bien parce que ça va continuer, c'est tout. Et que j'espère qu'il y en a un ou l'autre de l'autre qui sortira du lot, qui arrivera à faire que ça en métier. Parce que ça, c'est pas dit, hein. Avant, maintenant, le type de spécialité sont arrivés à faire des carrières énormes, hein, dans le temps. Mais, tout ce qui se passe actuellement, tout le changement d'éditeur, d'édition, ça devient aussi difficile pour nous. Mais non, parce que nous, quand on a commencé, les grands personnages étaient déjà là. Ça veut dire se battre avec Pepper, avec Spirou, avec Thierry, tout ces gens-là. Hein. Enfin bon, mais ici, la jeune génération, ben, c'est très bien, mais s'il y en a, je disais souvent, si je vais vilain envoyer plusieurs maintenant, ils les renverraient à leur cœur de suite, et même pas pour leur année primaire. Hein. Enfin bon, non, ça c'est méchant, mais c'est la réalité. Mais ils ont fait bon quoi, franchement. Franchement. Quoi, on est rappelé pour l'hiver. Alors effectivement, il ne mâche pas ses mots. Alors Wilfried, déjà la première question, hein, c'est la suivante. Si tu peux nous présenter en quelques mots l'environnement dans lequel évoluait Dino dans les années 40-50, il a parlé justement de ce monde de la BD qui peut paraître idéal, et en même temps, c'est quelque chose qui est très éloigné de ce qu'on peut connaître actuellement de ce monde de la BD, puisque c'était presque de l'artisan à l'époque. Voilà. Si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, bah, rapidement, Dino, il a commencé avec un monsieur qui s'appelait Georges Troisfontaine, et avec la World Press. Georges Troisfontaine était un monsieur qui avait créé, ça était un businessman finalement, qui avait créé toute une société. Et il est arrivé en 1948 en Belgique, et après quelques petits menus métiers, très rapidement il a rencontré Georges Troisfontaine, et dans cette société, donc la WordPress de Georges Troisfontaine, qui fournissait en fait des bandes dessinées à tous les magazines de l'époque,
les quotidiens. Il a pu fréquenter Hubinon, Mitac, Michel Tac, enfin tous ces gens-là qu'on a appelés finalement les prémodernes. Ce sont des gens qui exerçaient leur métier, comment dire, je ne vais pas dire sans y penser, mais juste ils avaient la passion du dessin. Il n'y avait pas encore l'auteurisme qui a pu exister après, dans les années 80, 90. Il n'y avait pas d'ego. C'est des gens qui simplement voulaient vivre de leur passion, du dessin. Et voilà, il y avait énormément d'entraide entre eux. Jean Graton est passé par là, enfin, ça a été un écolage absolument fantastique, mais c'est sûr qu'à l'époque, il fallait énormément produire. Parce que voilà, si tu ne produisais pas, tu n'étais pas payé, tout simplement. Quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais. Bien sûr. On va peut-être prendre le micro, comme ça c'est vite. Merci. Alors tu l'as présenté comme un pré-moderne, cette génération d'auteurs ayant quasi inventé le métier. Dans quelle mesure justement a-t-il participé à l'invention de ce métier? Parce que dans les années 30 quand même on avait déjà Hergé, un peu après il y avait Pierre Jacobs qui lui aussi a été très influencé par les comics américains. Donc voilà, quelle était véritablement la place de Dino en fait, dans la réinvention de ce métier? La place de Dino dans la réinvention du métier. Déjà, là où il était fantastique, c'est qu'il était capable de passer sans aucun problème du style humoristique et au style réaliste. Voilà, il avait cette double, on va dire, ce double trait. Mais il n'est pas le seul, c'est tous ces gens-là qui, finalement, sur l'instant, sur le moment, ont tout réinventé. Il a évoqué les grands auteurs de comics américains, donc Alex Wallman, Milton Caniff, etc. Quelle était la diffusion de ces comics en Europe à cette époque-là, particulièrement en France et en Belgique? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils ont eu une grande influence aussi sur le monde de la BD en général à cette époque-là? Milton Caniff et tous ces gens-là, effectivement, les ont totalement frappés. Je pense à Maurice Tillieux aussi, voilà, qui était un grand admirateur de Milton Caniff. Il faut savoir que Dino, en réalité, quand il arrive en 1948 en Belgique, il a déjà à peu près 10 ans de carrière derrière lui. Enfin, ça paraît assez hallucinant, mais il a commencé en 1943. C'est-à-dire, c'était même pas est-ce que c'était un métier à l'époque? J'en sais rien. Il hésitait lui-même entre devenir gymnaste, parce qu'il était aussi, c'était un grand sportif aussi. Il a été diplômé de l'académie de Brera, donc comment dire, c'est tout un contexte. C'est tout un contexte dans lequel il faut vraiment se replonger pour comprendre à quel point ces gens-là sont des pionniers, en réalité. Voilà. Votre question est très généraliste et je me perds un peu parce que c'est tellement... Non, c'est vrai. Il y avait à la fois une magie, je pense. Il y avait à la fois une entraide. Il y avait à la fois une enfance sauvegardée. J'idéalise pas quand je dis ça. Et il y avait... je sais pas. Préciser. Tous les deux ont parlé des revues. Alors, le journal Tintin, lui, il a commencé le journal Tintin, donc il avait parlé de Spirou. Ce sont elles, à l'époque, qui ont vraiment le monopole de la bande dessinée, avant que ça s'autonomise avec les albums. On l'a vu avec Bob Moran, par exemple. Alors, cela, peut-être, a pu avoir comme conséquence... en passant de la revue à l'album, peut-être l'abandon de cette forme un peu populaire, entre guillemets, de la revue, au bénéfice du livre qui s'adresserait peut-être à un public un peu plus adulte. Ça, c'est beaucoup plus tard. La fin de l'économie de la presse, c'est les années 80-90. Je crois que Jean-Luc Fromental pourra confirmer ça. Et il confirme déjà d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces gens-là ont eu la possibilité de faire un écolage, de gagner leur vie tout en continuant à progresser. On a bien vu, je parlais de Maurice Tillieux tout à l'heure sur Heroic Album, c'était pareil. Et si tu vois les premiers trucs de Tillieux, il y a parfois des erreurs, mais c'est pas important. Il y avait quoi? Il y avait peut-être 40, 50 auteurs de bande dessinée à l'époque sur le marché entre la France et la Belgique. Donc c'était forcément la concurrence était moins rude. Et puis, oui, surtout, je pense à un imaginaire, puis il ne faut pas oublier qu'on est dans l'après-guerre. On est dans l'immédiat
l'après-guerre. Donc une envie de vivre, une envie d'oublier tout ce qui a pu se passer, une envie d'avancer dans des choses beaucoup plus joyeuses. Et ce qui est très étonnant, quand tu écoutes Dino en parler maintenant, c'est que il pensait absolument pas à l'argent. Il pensait même pas. À la limite, il voulait un album où l'album cartonnait, et ça c'était effectivement symbole, si tu veux, d'un certain aboutissement. Mais c'était pas le fanal, c'était s'amuser, c'était progresser, c'était de la. Voilà, je pense pas idéaliser trop. Peut-être j'idéalise un peu, mais. On va justement laisser la parole à Jean-Luc Fromentin. Alors vous êtes de la génération suivante. Déjà en introduction, qu'est-ce qui vous a conduit à la bande dessinée? Est-ce que vous vous reconnaissez des maîtres, tant dans le dessin que dans le scénario, puisque vous êtes scénariste? Voilà, je voulais savoir comment vous étiez arrivé déjà dans le monde de la bande dessinée. À cause de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que dans l'après-guerre, il y a eu un triangle magique qui s'est créé en Belgique, entre Bruxelles, Marcinelle. Il y a deux journaux qui sont nés, qui ont été extrêmement importants et déterminants dans l'influence qu'ils ont exercée sur les petits Français et puis sur les petits Européens en général, où se sont regroupés tous les grands talents européens de l'époque, y compris ceux de Dino d'ailleurs, mais où sont nés aussi les gens qui ensuite ont révolutionné la bande dessinée, c'est-à-dire où Goscinny, qui est mon saint patron, puisque moi je suis scénariste et éditeur, parce qu'il a fait aussi, toute la comparaison s'arrête là. Et donc là, comme l'a très bien dit Westerlin, ça se passait dans une atmosphère de club de jeunes gens rapidement vieillissants, parce que l'âge avance très vite, qui à 50 balais faisait des banquets, et ce qui faisait rire tout le monde, c'est qu'on retirait la chaise sous les fesses de Jacobs au moment où il s'asseyait, il se cassait la gueule. Et là, il y avait 40 lascars et leurs épouses autour de la table qui éclataient d'un rire énorme. Et donc tout ça s'est fait dans une innocence, je dirais presque un infantilisme, mais qui a donné lieu à des chefs-d'œuvre, qui a fait naître des géants comme Franquin, comme Maurice, qui sont des dessinateurs qui resteront dans l'histoire de la bande dessinée des gens gigantesques. L'influence américaine est arrivée parce qu'à un moment donné, il y a eu coupure de courant du côté de la livraison américaine pour cause d'occupation de la Belgique notamment. Et par exemple, on a demandé à Jacobs de dessiner la suite des aventures de Flash Gordon que dessinait Alex Raymond, ce qui a donné le Rayon U, et qui est à la racine, quand on regarde d'ailleurs, c'est absolument extraordinaire, les premiers de Clémentine à les salons, en fait, c'est vraiment du Alex Raymond. Et puis après, il rencontre Hergé et il se met à faire de la ligne claire, et c'est plus le même Jacobs. Donc dans la suite, dans la marque jaune, par exemple, la ligne claire a fait son travail, d'aucuns pourraient dire son sale travail, mais en fait, c'est aussi très intéressant ce que ça donne. Il a commencé à rendre les choses plus propres, moins musclées, moins toniques que quand il copiait Alex Raymond. Et donc voilà, et comment on arrive à ça en étant lecteur? Ça, c'était la technique d'avant, parce que là aussi, les deux intervenants précédents, nos deux ancêtres, ont très très bien posé le problème. C'est que l'art de la bande dessinée, pendant très longtemps, c'était d'abord un art de garçon, pour une raison très simple, c'est que les adolescents les enfants commençaient à dessiner Donald dans leur chambre, et puis rapidement, la puberté venant, dessiner des femmes nues avec d'énormes seins. Donc c'était vraiment une activité le problème du dessin, c'est de se prolonger dans l'âge adulte. Tous les enfants dessinent en fait. C'est de se prolonger dans l'âge adulte, de trouver des relais et des raisons de continuer à dessiner, qui est un exercice très particulier, que je ne pratique pas et auquel je ne comprends rien, mais là c'est très intéressant. Et à partir de là, la bande dessinée est devenue un art qui évoluait de génération en génération, non pas par répudiation, comme a fait beaucoup la peinture, par exemple, où les écoles arrivaient, jetaient par-dessus bord tout ce qui avait existé précédemment, se foutaient de la gueule des vieux, et tout en les piquant éhontément, comme Picasso avec Velázquez, mais bon, bazarder tout et relancer une autre version des choses, un reboot de leur art, alors que la bande dessinée, très longtemps, ça a été un art de gens qui copiaient Rantanplan, les Dalton, etc., soigneusement dans les cahiers, et qui
transmettaient ça à eux-mêmes et se transmettaient cette façon de faire et qui restait dans leur art. Donc on voit une extraordinaire continuité entre des gens comme Alain Satogan et Hergé, entre, je sais pas, je trouve pas d'autres comparaisons, mais il y a vraiment, et c'est pour ça qu'il y a des écoles. C'est pour ça que tout d'un coup vous avez 10 clones de Franquin qui dessinent comme Franquin. Et ça a été jusqu'au moment où moi je suis entré activement dans la bande dessinée, moi enfant de Tintin, Spirou et Pilote, Pilote devenant le journal qui grandit avec ses lecteurs, Matin quel journal, qui se met à vous prendre, vous avez 11 ans, moi j'ai commencé à lire, j'avais 11 ans quand c'est sorti en fait, j'avais 9 ans, pardon, c'est 59, j'avais 9 ans quand c'est sorti, et j'ai lu ça passionnément jusqu'à la fin du journal en réalité, parce que le journal me donnait des matériaux qui changeaient avec mon âge, et à chaque âge de ma vie d'adolescent, j'ai trouvé des choses qui me motivaient, qui répondaient à mes attentes, à mes besoins, etc. Et c'est le grand génie de Goscinny et de sa bande d'Allumé. Hein. Tu as connu ça, je pense, Daniel, ou pas loin, cette période-là, de ces gens qui, peu à peu, instillaient dans leur production des choses qui s'adressaient à un public de plus en plus adulte. Et très naturellement, on est passé à quelque chose qui n'existait pas avant, qui était la fin de la répudiation de la bande dessinée avec l'entrée de l'âge adulte. C'était presque un rite de passage. Il y a un gag comme ça du GI qui rentre du front européen après la Seconde Guerre mondiale et qui s'aperçoit que sa maman a brûlé tous ses spermatozoïdes qui gardaient dans la cave et qui maintenant valent des fortunes. On a continué à lire de la bande dessinée et les générations auxquelles on s'adresse actuellement, auxquelles je m'adresse en tant qu'auteur mais aussi en tant qu'éditeur, sont des générations qui peuvent aller jusqu'à un passage. Une queue devant un album de Blake et Mortimer, c'est spectaculaire, hein, parce qu'on frôle les pads souvent. Alors, c'est intéressant parce que vous avez parlé de continuité. Vous avez été rédacteur quand même en chef de Métal Hurlant. C'est toutes ces périodiques, ces revues qui sont apparues dans les années 70, donc Fluide Glacial, Écho des Savanes, Métal Hurlant, etc., ce sont quand même des revues qui sont construites en portant un regard un peu rebelle, un peu contestataire. Est-ce qu'il y avait cette volonté quand même de se démarquer de la génération précédente, de faire complètement autre chose, ou alors comme vous l'avez dit à l'instant, de se placer dans une certaine continuité, de savoir qu'il y avait quand même un héritage des grands anciens qu'il fallait perpétuer. Quel était l'état d'esprit? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que la génération de revues Flux Glacial, Métal Hurlant, à suivre, etc., est née du Big Bang, du deuxième Big Bang de la bande dessinée, c'est-à-dire de l'explosion lente de Pilote. Il y a eu une rébellion à Pilote après 68, avec un temps de retard où il y a eu un procès de Goscinny, véritablement, c'est mené d'ailleurs par Jean Giraud, qui, dans un livre de mon copain Moquet, dit c'est moi qui l'ai assassiné quand même, c'est assez extraordinaire de la part de cet homme. Et qui, ces jeunes dessinateurs, les Gottlieb, etc., qui commençaient à se sentir à l'étroit dans ce journal un peu bourgeois qui était devenu Pilote, dirigé par un homme très riche, puisque c'était devenu l'auteur d'Astérix, donc il roulait dans des voitures flambant neuves et magnifiques, alors que les autres continuaient à très bien vivre, mais pas au même niveau. Et donc il y a eu une espèce de rébellion post-68 qui a donné lieu à l'explosion. Mandrika est parti avec Bretéché, avec Gottlieb, ils ont créé l'Écho des Savanes, et en Portugal, on connaît l'histoire, donc c'est pas la peine de la raconter. Et donc, il y avait cet effet rebelle, mais il y avait surtout la prolongation qui pouvait plus durer très longtemps d'une extraordinaire arnaque, qui était le fait que la bande dessinée économiquement existait parce qu'elle était vendue deux fois. Parce qu'on la vendait en magazine, donc ça c'est ce qui servait à payer les dessinateurs. Les dessinateurs étaient payés à la planche. Et à Métal, c'est un système assez équitable, par exemple, c'est-à-dire que Moebius et vous citiez Charlie Schwingo tout à l'heure, touchaient approximativement la même chose pour leur planche quand ils les livraient à Métal. Donc il y avait ce point d'équité presque anarchique, anarchiste en tout cas. Voilà. Et puis après, il y avait la vie des albums. Et on refourguait au même public, pour ainsi dire, les albums qui étaient parus en morceaux dans les canards. Et ça avait commencé avant, ça avait commencé à Tintin, à Spirou, etc., etc. Sauf que quand j'étais petit, pour lire Tintin au Tibet, il fallait me poireauter 62 semaines quand même.
c'est quand même, je sais pas combien ça fait, ça fait 1 an et demi, quoi, pratiquement, à attendre pour voir le mot fin arriver dans un album de Tintin. Donc on était plus patients, c'est pas la génération de Netflix, je dirais. Voilà. Et à partir de là, l'album a pris le dessus. Il est devenu commercialement plus logique avec l'époque, puisque les personnalités, évidemment les égos ont grossi au moment de Pilote, les personnalités sont affirmées. C'est la première fois, je me souviendrai toujours de l'apostrophe, avec Druyev venant vendre son adaptation de Salammbô, et Michel Tournier disant, en voulant être gentil, disant « Oh oui, mais il y a des aspects très comiques chez Flaubert !» Et la gueule de Druyev à ce moment-là, chez Pivot, c'était génial. Donc voilà, et donc c'est là que tout a commencé à muter. Après, il y a eu une deuxième mutation, si vous voulez, dont on parlera plus tard, parce que je ne vais pas accaparer la parole, mais en tout cas la première mutation elle est là, c'est que les auteurs ont déserté le terrain de la jeunesse, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus facile d'aller à la télé quand on publiait Barbarella que quand on publiait Natacha, pour aller vite. Voilà. Je ne garantis pas que Barbarella se vendait mieux que Natacha d'ailleurs, mais ce n'était pas le sujet. Ça donnait la foire aux vanités, et c'est là que la bande dessinée s'est mise à ressembler à une petite annexe de la littérature. Et des dangers afférents qui sont toujours présents et qui rôdent toujours autour de nous d'ailleurs, ce danger d'appauvrissement qui vient du fait de tomber dans le germanopratisme, on est en plein dedans là, on peut le dire. Voilà. Daniel Gosselin, je pourrais vous poser les mêmes questions concernant Fluide Glacial, mais alors, dans un premier temps, vous avez intégré Pilote en 1976 grâce à Jean-Claude Mézières, après avoir collaboré à la revue Les Pionniers. Alors, que représentait Pilote pour vous à cette époque? Est-ce que vous sentiez déjà une parenté un peu spécifique, une affinité avec Mézières? Qu'est-ce qui vous a fait entrer chez Pilote? Oui, j'étais un période Pilote. Avant, j'avais la période Spirou. J'admirais le Franquin dans Spirou, et c'est ma première motivation, ça, le dessin. Et on m'a fait connaître Pilote à un moment. J'étais habitué à l'ambiance Spirou, qui était bon enfant, et je suis tombé sur Gottlieb. Là, c'était une explosion, donc là, je savais que j'allais faire plutôt du comique. Et donc, voilà, quoi, le reste à l'avenant. Alors justement, le Fluide Glacial créé par Gottlieb se distinguait par son recours à l'humour absurde, le nonsense britannique, il était des Monty Python, l'humour aussi à Robert Crumb, le calembour, parodie, pastiche. On peut dire que c'était effectivement la voie royale pour vous. Et vous aviez déjà, dès vos débuts, cette fibre humoristique un peu absurde, où c'est venu justement au contact de Fluide Glacial, au fil du temps. Au contact de Pilote plutôt. Ou de Pilote. Oui, ça, oui. Spirou, c'était Gaston Lagaffe par exemple, hein, c'est un humour peu d'enfant. Gottlieb, d'un seul coup, les cibles de son comique sont abstraites. C'est des mises en scène, il tourne en dérision des façons de raconter. Galuron, déjà dans Galuron, il tourne en dérision. Alors, est-ce que j'ai une référence qu'elle soit... Oui, il se déguise en beaucoup de héros, je crois, Galuron. Galuron, en Zorro, en Tarzan, enfin bon, peu importe, en chef indien. Et ça devait perturber une partie des lecteurs de pif, j'imagine, au début, parce que tout le monde n'a pas un goût à rire de la mise en ridicule des mises en scène, des façons de raconter. Donc c'est déjà un truc un peu abstrait, un choix. Je quitte l'univers Spirou et je me mets à rêver de faire de l'humour second degré. On appelle ça second degré. Moi je crois pas trop au degré. Alors là je suis un petit peu ennuyé. Je te dis pourquoi. Si je me mets à parler de l'humour, je risque d'être long. Il y a une super postface sur le... Oui, bah, sur la porte de l'univers, il y a une super postface de Daniel Gosselin sur sa définition de l'humour et ce que tu dis sur, je crois, les convenances, comment tu appelles ça, les convenances disons que... superficielles, les convenances superficielles. Les connivences, ouais, les connivences. Connivence superficielle, l'exigence intellectuelle. Moi j'ai trouvé ça absolument c'est arbitraire comme terminologie. Il faut une terminologie, il faut des mots. Alors bon, j'ai choisi les connivences superficielles, mais on pourrait les appeler de plein d'autres façons. Mais en fait, ce qui me gênait, c'était qu'on me dise tu fais de l'humour à 1 degré. Et moi, je ne voyais pas ça comme ça du tout. Je trouve que ce que je fais est toujours du 1er degré.
c'est-à-dire je me moque de quelque chose de très précis. Sauf qu'au lieu que ce soit le précis en question, au lieu que ce soit, je sais pas, au lieu que je me moque d'un type maladroit, ou que je me moque, je sais pas moi, de la religion, de la police, ou de l'armée, ou des choses comme ça, j'ai ces références, hein, mais en fait, c'est pas de ça que je me moque directement. C'est des façons de raconter. Donc quand je me moque de l'armée, en fait, je suis plutôt dans un univers hollywoodien, la façon dont l'armée est dépeinte dans un film hollywoodien. En ce moment, je fais un western, par exemple. Donc voilà, c'est la façon de raconter qui m'intéresse. Et donc, c'est pas du second degré. C'est juste, les styles ont changé, c'est des mises en scène. J'ai fait un album qui s'appelle Sacré Comique. Et effectivement, j'ai toujours eu droit aux questions. Alors pourquoi vous moquez la religion, ou alors pourquoi vous ne moquez pas d'autres religions que celle-là, surtout celle qui est dangereuse, enfin, etc. Et en fait, je ne me moque pas de la religion, c'est pas ça. Dans Sacré Comique, il y a une nécro de Jésus, par exemple. Une nécro de Jésus, je l'ai pompée sur la nécro de Marilyn Monroe, écrite par je ne sais plus qui, et tout tombait juste. Tout tombait juste. Tout ce qui marchait pour Marilyn Monroe marchait pour Jésus. Donc du coup, ça a fait une histoire. Pareil pour le dernier, par exemple, Le Porte de l'Univers. C'est un vieil humoriste qui a plus de gag, mais c'est pas ça le sujet, évidemment. Hein, et donc, dans l'album, je passe de plein d'époques. Il y a un procès, par exemple, je mélange les procès américains et les procès français. Ça ne me gêne pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de reprendre ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans nos images culturelles, et m'en servir. En général, je reprends des choses connues, je les mets, enfin, tous les gens qui font ce genre d'humour, depuis Gottlieb, depuis Monty Python, depuis je ne sais pas quand en fait, depuis Mad, ouais, peut-être depuis l'Antiquité, je n'ai pas besoin de regarder si dans l'histoire il y a des humoristes de la mise en scène. Peut-être que c'est plus récent qu'on ne croit finalement, les humoristes de la mise en scène. Donc il y a je disais, un mélange de process qui m'intéresse, c'est de placer une mise en scène dans une situation où elle n'est absolument pas adéquate, et où les jugements de valeur se modifient, déraillent ou s'inversent carrément. Et je me dis que c'est peut-être... quand on vit tous des individus isolés dans une société, et puis on a en face de nous des murs qui se dressent, dont on prend conscience quand on a une ambition d'influer. Par exemple, on a envie de parler, on a envie d'être écouté, on a envie d'intéresser, je ne sais quoi, et puis il y a des murs qui se dressent. Alors, les murs les plus classiques, c'est la complexité des autres, c'est l'école. Dès le début de notre vie infantile, on a l'école. Il y a plein d'humour contre l'école. Gottlieb a fait plein de bric-à-brac dont le sujet, c'est c'est les ambiances qu'on a tous connues à l'école. Et il y a des murs plus banals que d'autres, des murs plus subtils, et c'est comme ça que se différencient les humoristes, à mon avis, dans mon idée. Moi je pense qu'il n'y a pas d'humour universel, que même en prenant Gottlieb par exemple, c'est étonnant, Gottlieb a été vraiment une sorte de star dans les années 70-80, quand j'allais dans des festivals chercher une dédicace, c'était absolument pas, je ne sais pas si vous avez connu ça, toi t'as pas connu, ton jeune. C'était vraiment, il y a eu une foule énorme qui écrasait sa table, ça s'écroulait, je vois rarement ce genre de choses. Et il était quand même déjà cerné, Gottlieb. Il fait une dérision que plein de gens ne comprennent pas. Moi j'ai souvent offert le bric-à-brac à des gens qui me disaient j'ai rien compris. Ouais. Donc il y a des gens qui ont des messages plus généraux. Franquin, je dirais qu'il est plus général que Gottlieb, donc il est beaucoup plus grand public. Et c'est quand même rare, je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un, levez la main si c'est le cas, quelqu'un qui aurait offert un Gaston à quelqu'un qui aurait dit j'ai rien compris. Est-ce que ça peut exister? C'est possible que quelqu'un ait dit j'ai tout compris mais j'ai pas aimé. Ça peut arriver, mais enfin bon.
Alors que Gottlieb, non, c'est plus... Les Monty Python aussi, c'est assez clivant. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont détester. Voilà, bon, j'ai peut-être un peu été long sur ça. Mais quand on parlait de Gottlieb, justement, qu'est-ce qu'il vous a transmis? Est-ce que c'est un certain regard sur la société? Est-ce que c'est même technique, le travail? Voilà, qu'est-ce qu'il vous a transmis? C'est vachement difficile à dire ça. Les rubriques à braque, il y a une sorte de naïveté, bonhomme. Tu disais tout à l'heure grotesque, il y a un peu de ça. Et alors, grotesque, je le retiendrai en disant, j'ai par exemple une petite dent contre la subtilité, le trop de subtilité. Tu vois, ça c'est un mur, c'est le mur de subtilité. T'as des gens qui vont brandir des subtilités littéraires en disant, vous n'êtes pas à l'auteur, mon vieux, c'est ça la subtilité, c'est ça qui... Et quand on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'injuste un peu là-dedans, on peut trouver du goût, tu vois, à tomber sur du Gottlieb, à voir grotesquement tourner en dérision quelque chose qui était brandi comme subtil, ça fait plaisir. Alors ce qui est bien dans cette table ronde, c'est que nous avons toutes les générations. Bastien Divel, donc c'est la dernière génération. J'ai 40 ans. Voilà, mais... J'ai 40 ans, non mais c'est beau. Oui, donc alors, j'aimerais bien voir la nouvelle génération. Donc tu as été biberonné au cinéma d'animation, aux jeux vidéo, au premier forum internet. Est-ce que c'est par ce biais que tu es arrivé à l'aider, ou peut-être par celui de ton père Jean-Marie, qui a un pied aussi dedans, hein. Il est peintre, mais acteur. Ouais. Voilà, comment... Non, mais en fait, j'ai pas été vraiment biberonné aux jeux vidéo, à tous ces trucs-là. Ça, c'est arrivé après. Non, je pense que j'ai vraiment bouffé... moi, je me définis vraiment comme je suis vraiment un conformiste de l'anticonformisme de mes parents. Genre, si mes parents avaient été boulangers, je serais boulanger, il n'y a aucun problème. Il a fallu que mon père soit dessinateur et peintre, et j'ai grandi dans une maison où il y avait des albums de BD partout. Il y avait la bonne BD qui était avec les goûts de mon père et de ma mère, et la mauvaise BD qui était la BD que n'aimaient pas mes parents, et j'ai gardé ces goûts très longtemps. J'ai mis du temps à m'affirmer dans mes goûts, et j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que le fait que j'ai bouffé un peu les années 80 avec tout ce qui a été ces années qui étaient vraiment sur une surexcitation totale de dessins animés, de spectacles, de lumière, de son, tout était vraiment, je pense que c'était complètement hystérique, bien plus qu'aujourd'hui. Vraiment, ces années-là qui étaient un moment où on pouvait passer 6 heures devant la télé. Aujourd'hui, je pense qu'aucun gamin ne passe 6 heures devant la télé, vraiment. Je pense que oui, il y a peut-être des tablettes, des machins, de ceci, là, mais vraiment c'était quand même des années où aussi la génération de mes parents compensait le fait d'avoir une génération un peu plus étriquée, un peu plus serrée. Donc nous on avait le droit un peu à tout, donc j'ai pu vraiment tout fait, ce qui fait que même j'ai pu accéder petit. J'ai grandi avec, il y avait des tableaux de ma mère nue, parce que mon père est peintre, donc sur les murs, il y avait les BD, j'avais le droit d'aller prendre toutes les BD que je voulais, de mettre les vidéos, de mettre ce que je voulais. Après évidemment il y avait des choses, je me souviens par exemple d'une fois où j'étais obsédé par une cassette qui s'appelait Fatal Beauty, et je voulais absolument la regarder, et ma mère me disait non, ne regarde pas, c'est pas pour toi. Et je lui dis mais il y a quoi dedans? Il y a quoi dans ce truc? Je voyais juste ce titre, elle me dit, parce qu'elle me dit ouais, non, elle me dit c'est un film, il y a Whoopi Goldberg dedans, et moi Whoopi Goldberg, je la connais, elle fait des trucs pour... mais c'est quoi ce film, c'est quoi Fatal Beauty? Et elle m'a dit tu vas pas comprendre. Elle dit mais tu vas pas comprendre parce qu'en fait c'est juste des histoires d'adultes, mais comment dire, un peu chiantes, c'est une enquête sur de la drogue et tout. C'était pas du tout parce qu'il y avait de la sexualité ou qu'il y avait trop de violence ou des choses là, c'était parce que j'allais juste pas comprendre. Enfin, voilà. Et je suis resté un peu dans cette espèce de prisme, enfin comment dire, dans ces codes-là. Puis très vite, mon père il disait mon fils va faire un métier sérieux, il sera dessinateur, tout ça. Non vraiment, et donc j'ai pu dès la 3e gagner du temps. J'ai fait un bac technique de dessin, après j'ai fait des arts graphiques, puis dessin animé.
Et je suis parti à chaque fois, je n'ai pas eu mes diplômes, machin, mais il n'y avait aucun problème. De toute façon, il n'y avait pas besoin de diplôme pour faire de la BD. Et donc, ce qui est un peu, ce qui par rapport aux jeunes générations aujourd'hui est un peu plus difficile, parce que comme disait Walter, il a raison, ils sortent après, il y a des gamins qui font 10-12 ans d'études pour faire de la BD, ils veulent avoir des masters, des machins et tout, mais t'as beau leur expliquer qu'il n'y a pas besoin de diplôme. Et bon, bref. Et donc, je me retrouve là-dedans, et il m'a fallu je pense que 40 ans pour comprendre que en fait l'éducation que j'avais eue n'était pas forcément la même pour tout le monde. Moi je pensais que la bande dessinée, ça y est, c'est bon, tout le monde a compris ce qu'était la bande dessinée, tout le monde a compris, tout le monde peut en lire, tout le monde a compris, on est passé du classique, on a fait classique, moderne, postmoderne, c'est bon, on est dans un art, on est dans une époque même tarantinesque, on peut faire des références, des ultra-références et tout le monde comprend, c'est bon, il n'y a plus besoin de... Eh ben bon, non, il faut croire que c'est pas encore... Ouais, pour Astérix, Tintin, ça les gens, ils ont capté. Après le reste, ils ont toujours pas capté, hein, vraiment. Et donc c'est assez hallucinant. Je pensais que Manara était rentré dans le langage commun de tout le monde. Non, il a été un peu effacé. Il y a pas mal de malheureux, je pense, pas mal d'auteurs qui seront aussi un peu effacés de l'histoire de la bande dessinée. Et même peut-être une partie de bande dessinée un peu métal hurlant et tout ça, qui petit à petit, est-ce que cette bande dessinée, moi je me demande est-ce que cette bande dessinée adulte va continuer à tenir, à être lue et être... Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que beaucoup de gens même relisent, je sais pas, Mobius, des choses comme ça? Je suis pas si sûr que ça. C'est le problème, justement. Non, mais c'est le problème, je pense que c'est pile enfin le sujet de la différence, c'est la transmission entre générations. Et moi, ce que je trouve hallucinant, j'avais Dany au téléphone, là, par rapport à l'histoire de la Gorgone bleue, tu sais, il s'est fait accuser de racisme, comme toi, tu as été accusé de pédophilie, enfin, je ne vais même pas argumenter là-dessus tellement c'est ridicule, mais il me disait dans certaines écoles d'art, de beaux-arts ou à Saint-Luc en Belgique, parce qu'en Belgique c'est surtout à Saint-Luc qu'on apprend à faire la BD, tu avais des professeurs qui disaient ok, bon, tout ce qui est Gigé, Franquin, enfin tous ces mecs-là, les pionniers, vous oubliez, si vous savez pas dessiner, c'est pas grave, faites avec vos moyens, trouvez un sujet pas trop polémique, pas trop, voilà, et ça ira très très bien, en fait. Et donc il y a vraiment une volonté, je pense, derrière tout ça, de couper une transmission entre générations, parce que, enfin, je viens d'être un peu parano, pardon, mais on a de quoi le devenir à force. Pardon. Ouais, comme tu l'as très bien dit, il y avait déjà eu, quand la bande dessinée a voulu devenir adulte, ce refus un peu dégronné et tout ça. Maintenant, je me rappelle même Blutch, qui à un moment disait ah ouais, parce que j'aime vraiment beaucoup Dany, et j'aime autant Dany que Blutch, vraiment, pour moi, c'est deux grands, et c'est drôle, il disait, Dany, il disait, c'est vrai qu'on l'a, tout de suite, quand il a fait ses études et tout ça, il disait, on l'a rejeté, on a vraiment dit c'est vulgaire, c'est machin, tout ça, et puis moi, je remontrais les albums et tout, puis on discutait, en fait, c'est vrai que, on l'a peut-être mal jugé. En fait, je pense qu'il y a aussi une génération aussi d'auteurs de bande dessinée qui ont un peu, qui se sont fait leur place, voilà, qui se sont fait leur place, et ça a été un peu, comme tu dis, avec tout ce qui se passait un peu avec le même Goscinny pilote et tout machin, et il fallait le faire, il y avait un truc un peu... Oui, mais ça c'est normal, que les jeunes lions arrivent et sortent les griffes face aux vieux, ça c'est partout et toujours. Sauf que le combat se faisait en BD, aujourd'hui, bon bah il y a d'autres moyens de... Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Pour moi, le facteur déterminant, l'énorme changement, c'est l'arrivée des écoles, en fait. Enfin, l'arrivée de l'instruction systématique de la bande dessinée, l'arrivée, comme disait Bastien, des masters de bande dessinée, qui est à la fois une logique, parce que c'est un artisanat, la bande dessinée, donc ça s'enseigne, c'est pour ça qu'on dit des planches, c'est comme raboter, on peut apprendre. Et d'ailleurs, ça crée, contrairement à ce que disait, et là je suis pas du tout d'accord avec Walteri, les gens arrivent avec des niveaux de technicité aujourd'hui graphiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voyait dans les journaux à l'époque. Ils sont quand même, ils ont un niveau de dessin qui est monstrueux. Margerin, il connaissait Uderzo, en gros, c'était sa référence absolue, et il dessinait à partir de là, et il n'y avait pas cette perspective profonde qui allait jusqu'à Little Nemo, etc. Aujourd'hui, il ramasse
tout le paquet. C'est-à-dire qu'en termes de technicité, ils sont meilleurs. Le problème, c'est qu'il y a une partie qui ne s'enseigne pas dans les arts narratifs, qui est non pas la méthode de narration, parce que ce que disait Gossens il y a un instant sur le fait, par exemple, de Gottlieb cassant le quatrième mur au théâtre, ça s'appelle le quatrième mur, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'acteur sort de son rôle d'acteur et se tourne vers le public et dit « il est con, hein, le mec qui vient de faire cette réplique, ou elle est belle, la meuf, vous avez vu ?» Et là, tout d'un coup, il y a une ligne qui s'établit directement et qui fait basculer complètement le truc dans le méta narratif, c'est-à-dire que la narration est prise par en dessous et il y a une complicité qui s'établit entre l'auteur, l'interprète et le public. Pardon, c'est une digression. Dans les écoles, on ne leur apprend pas ce qu'ils ont dans la tête, qui peuvent sortir et qui fera d'excellents dessinés, pardon. Ce qui, aujourd'hui, nous donne droit à 2 albums qui sortent le même mois sur la biographie de Audrey Hepburn. Ah bon? Putain, vachement important de sortir 2 bouquins le même mois sur Audrey Hepburn, 5 adaptations de 1984 sur 2 ans, enfin bon, les albums sur comment on fait le vin, comment on fait la bière, comment on fait le miel, comment on fait ceci, comment on fait cela, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi inventer. Ça c'est les éditeurs, hein, c'est pour moi. Oui, parce qu'ils ouvrent les portes aussi à ce truc-là, sur ce qu'ils veulent. Etc. Mais c'est aussi la disponibilité d'un personnel graphique qui ne sait pas comment s'employer et à qui il faut filer des choses à faire. C'est-à-dire que du point de vue éditorial, t'es les arènes, t'as un bouquin sur Jérusalem, il faut que tu trouves, t'as le mec, le Mire, qui a écrit un bouquin formidable sur Jérusalem, il faut que tu trouves le titre qui va le porter en bande dessinée. Donc, vas-y. Encore une anecdote, hein, pardon, moi je suis pas dessinateur, je suis écrivain, mais je parle beaucoup à des dessinateurs, je parlais aussi à Pierre Macchio, un grand scénariste, voilà. Et il me disait récemment, j'envoie 10-15 projets, et là, il y a un éditeur, je ne vais pas le nommer, qui lui dit « Putain, c'est ton meilleur scénario depuis 10-15 ans. Ah bon, bah super, on y va. » Bah non, je ne sais pas comment le vendre. Oui. Il y a quand même un grand rôle. Même les éditeurs, je pense, sont totalement paumés. C'est-à-dire, je pourrais en sortir des anecdotes comme ça. Au Furet de Lille, tu avais un mec qui a été bombardé, spécialiste du rayon BD, et j'entendais les employés qui disaient qu'il vient de nous demander quand sort le prochain Tintin. Tu vois, on sait, mais ça, il n'y a pas de... Non, mais il y a ça, il y a aussi le fait qu'il y a un paradoxe, là, très important, c'est que moi, je gueule contre les adaptations, mais alors je suis en plein dans un projet avec mon copain José Boquet où on adapte Sinon. C'est un projet qui est passionnant, parce que c'est le fils de Sinon qui est venu nous trouver, il nous a demandé de faire des adaptations qui n'avaient jamais été faites des romans durs de son père. Et on est tous les deux, avec José Louis, des passionnés de Sinon, on s'est lancé là-dedans encore perdu. Mais c'est vachement dur de trouver des bons dessinateurs disponibles. Les bons, ils ont tous des plannings pour 5 ans devant eux. Mais par contre, alors là où il y en a, comment dire en anglais, a dime a dozen, c'est des dessinateurs intermédiaires, pas très intéressants, avec une personnalité pas très affirmée, etc. Et c'est ceux-là qui créent la surproduction, qui ont le droit de vivre. Hein. Moi, j'ai rien contre les gens en général. C'est gentil pour eux. Et qui ont le droit d'exister, etc. Mais qui créent ce bordel dans les librairies, où les libraires deviennent fous, véritablement. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire des livres. J'ai encore des questions, mais je voudrais quand même, parce que Daniel Gossens va bientôt nous quitter, je voudrais quand même aborder avec lui la question. Alors, je voulais quand même évoquer la question donc, de l'avenir aussi de la bande dessinée, parce que la transmission c'est le passé, mais c'est aussi l'avenir. Je voulais qu'on évoque bien sûr aussi l'intelligence artificielle. Alors, l'année dernière, oui, c'est en 2024, une bande dessinée qui s'intitule Un autre monde, réalisée par l'intelligence artificielle a été publiée. Alors, c'est un certain Benjamin Arbel qui en est à l'origine, mais il n'est pas du tout un professionnel de la bande dessinée. C'est un sujet qui a été abordé justement au Festival d'Angoulême de 2024. Alors évidemment, cette nouvelle n'a pas été très bien accueillie par les auteurs, ce qu'on peut comprendre. Le syndicat d'auteurs a même souhaité mettre en place un label pour permettre aux lecteurs d'identifier l'origine des œuvres. Alors, je voulais savoir déjà ce qu'il fallait en penser de ça, parce que bien sûr, ça ne se limitera pas à la bande dessinée. Est-ce qu'on assistera, pour faire un mauvais jeu de mots, au grand remplacement des auteurs par l'intelligence artificielle? Non, pas grand remplacement. Je connais pas celui-là que tu as cité. J'ai vu une vie de Jésus, je crois,
qui est dessiné comme au crayon, fait par l'IA. Enfin bon, j'ai lu 2-3 trucs fait par des IA. Je vais essayer d'être court, parce que c'est un sujet vraiment très large. Il ne faut pas sous-estimer l'IA. Il y a vraiment eu un plafond crevé. Là, c'est, comment dire, on modélise sur ordinateur un aspect de la pensée humaine. Elle se réduit à une sorte de secrétariat des connaissances. C'est sa classe, sa structure, et tous ces machins-là avec des probabilités. Et tout ça est mélangé aussi, il y a des petits côtés un peu arnaques dans le fait que, vous avez vu quand vous parlez avec ChatGPT, avec Gemini, avec DeepSeek, avec Mistral AI, avec tout ça, les réponses sont souvent très structurées. Elles ont l'air d'être, l'intelligence artificielle a l'air d'avoir une sorte de maîtrise vraiment de ce qu'il dit. Et là, il y a des choses qui sont préparées un peu quand les ingénieurs, ces boîtes ne donnent pas leurs secrets, mais quand ChatGPT se met à avoir un peu d'ironie, à faire un peu d'humour, à faire un truc comme ça, là c'est un peu préparé quand même. Les systèmes de génération de texte automatique ne peuvent pas aller au-delà d'une part posséder une quantité absolument énorme de connaissances. ChatGPT, il était entraîné sur des téras et des téraoctets de textes. Et ensuite de restituer ce qui correspond à ce qu'on a posé comme question. Donc c'est très difficile à piéger quand on a des conversations mondaines avec les intelligences artificielles, parce qu'ils sont incroyablement forts. Tant qu'on est mondain, abstrait et tout ça, on peut parler religion avec, on peut même avoir du sentiment avec, on peut leur demander d'écrire des bouts de romans avec de l'émotion, et ils sont extrêmement forts là-dedans. Là où ils ne sont pas forts, c'est sur le concret, le terre-à-terre, là où il faut mentaliser sous forme d'image. Alors bon, je ne vais pas vous sortir des exemples là, je vais peut-être résumer ça à une seule petite anecdote. J'ai laissé sur une archive un article sur un sujet qui m'a intéressé, moi tout seul, donc personne d'autre que moi s'intéresse à ce qu'il y a dans cet article, mais il est assez formalisé. Et donc un jour j'en parle avec ChatGPT, je lui dis, tu connais je parle de l'objet formel qu'il y a dans sa vie, il me dit oui je connais, oui effectivement. ChatGPT maintenant il peut solliciter Internet, ce qu'il ne pouvait pas faire avant, maintenant il peut, c'est-à-dire il peut chercher. Donc il retrouve mon article, il me dit voilà c'est là-dedans. Alors je dis tu peux me donner le théorème principal qu'il y a dans ce papier? Il me dit ah non j'ai pas le droit, secret des machins, copyright, voilà. Mais tu peux toi aller chercher et me le soumettre, ce que je fais. Donc je vais dans le papier, je sélectionne le premier théorème, je copie, je colle, et je lui dis qu'est-ce que ça veut dire? Et donc il m'explique ce que ça veut dire, en utilisant des notions, des termes un petit peu abstraits, un petit peu, moi j'ai été enseignant, comme un étudiant tchatcheur qui est très mauvais, mais qui veut faire croire qu'il a fait Harvard et tout ça, voilà quoi, il ne répond pas à la question concrète, l'étudiant tchatcheur, mais il tourne autour. Voilà, et donc c'est ce que faisait ChatGPT, et je m'aperçois en relisant le théorème que dans le copier-coller, il y a un symbole logique qui a sauté. Et du coup, le théorème est faux, mais il ne veut absolument rien dire. Donc il m'a expliqué un truc qui est faux, qui ne veut rien dire. Mais il m'a expliqué vraiment, avec un grand sérieux, en me reliant à des notions officielles, classiques, que tout le monde connaît. Et donc du coup, je lui dis, il y a un truc à sauter, excuse-moi, donc je te redonne le théorème et je remets à la main les symboles qui ont sauté. Est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, ça change tout. Et il se remet à m'expliquer ce que veut dire ce théorème. Donc ça veut dire qu'il ne pense pas. ChatGPT ou ces machins-là ne pensent pas. Le théorème n'était pas compliqué. Il aurait pu c'est un truc qui m'intéressait moi seul, mais c'était avec du matériel logique connu, quoi. Il ne sait pas l'image mentale. Il y a un domaine, c'est la géométrie du cours élémentaire. Si vous posez des questions sur les triangles, les quadrilatères, les machins, il va être très bon sur ce que tout le monde connaît. Et si vous commencez à être un petit peu subtil, mais complètement intuitif quand même, il va se mélanger les pinceaux très vite. Et quand il commence à délirer,
il est incapable de prendre conscience qu'il délire. Donc il garde son délire jusqu'au bout. Donc c'est difficile à comprendre, parce qu'à la fois on a l'impression qu'ils ont une âme, puisqu'ils parlent de choses profondes très facilement, et en même temps ils ne pensent pas. Ils n'ont pas d'image mentale, ils n'ont pas de compréhension de ce qui se dit. Ils génèrent, voilà. Ça peut être rassurant. Oui, allez. Juste pour enchaîner là-dessus, c'est une expérience vraiment rigolote que j'ai vécue il y a 2 mois. Comme éditeur, j'ai eu un cours justement sur l'intelligence artificielle par des gens qui gèrent ça et qui s'en occupent. Et qui m'ont dit un truc très bien, qui m'ont dit d'abord en matière d'intelligence artificielle et de littérature, c'est plus Guillaume Musso que Arthur Rimbaud qui a du souci à se faire. Et ensuite, ils m'ont parlé de l'entraînement. L'entraînement qui est cette technique qui consiste à nourrir indéfiniment avec de la nouvelle information les intelligences artificielles. Parce que si vous nourrissez avec toujours des terras et des terras d'informations, mais que vous ne updatez pas ces informations, cette nourriture qui est avalée, digérée, redigérée par ChatGPT, restituée et redigérée à nouveau, à la fin ça devient du vomi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si on veut utiliser pour la création des êtres qui sont des êtres non sentients, comme on dit en anglais, sensitifs, qui n'ont pas l'émotion que représente le fait de leur enfoncer une épingle dans le cul ou de leur brûler le nez avec un allume-cigare, vous n'aurez rien, en fait. Vous aurez dû digérer de tout ce qui a existé avant, donc vous pouvez faire parfaitement du Ennio Morricone en musique, du je sais pas quoi, etc., etc. Hybrider les choses, parce que la vitesse de circulation dans les terras est énorme, donc ils peuvent encaisser de l'info à l'infini, mais vous n'aurez rien de plus. Donc l'intelligence artificielle, je suis d'accord, elle est là pour rester, il faut juste apprendre à s'en servir. Moi j'ai horreur de faire, mais comme ma comptabilité, si l'intelligence artificielle l'a fait, welcome. Moi, je voulais reparler du truc de la transmission. Je pense qu'il y a quand même, on a fait à peu près les grandes dates comme ça, avec Pilote et tout, mais il y a aussi une grande date qui, moi pour le coup, je pense que qui a été très violente et qui n'a pas encore été digérée, c'est quand même les attentats de Charlie, qui ont mis un vrai coup très très violent sur le dessin, sur la bande dessinée et la bande dessinée aussi de cette manière-là, parce qu'il y a aussi toute une génération qui va arriver après, qui va devoir digérer les attentats de Charlie, parce que je pense, bon, moi j'étais déjà entre guillemets installé, je travaillais déjà, vous aussi, voilà, vous aussi, donc ça change un peu le public, mais ça n'a pas vraiment changé, comme entre guillemets, votre manière de travailler ou de réfléchir, quoi, enfin, d'une certaine manière. Par contre, il y a une génération qui arrive derrière, qui elle arrive après, qui arrive pendant le traumatisme. Nous, on a aussi été traumatisés par je pense tout le monde par les attentats de Charlie, et qui va plus faire attention à ce qu'elle fait, à ce qu'elle raconte. Les éditeurs aussi ont été traumatisés, font plus attention à ce qu'ils peuvent publier, ce qu'ils ne peuvent pas publier, et tout ça. Et je pense que c'est un truc qui est vraiment le problème est très franco-français. On a souvent tendance à dire, même pour mon histoire, c'est à cause du wokisme, ou c'est à cause de je sais pas quel truc. En fait, je pense que ça n'a absolument rien à voir avec ça, parce que le wokisme, il y en a un peu partout. L'Italie, l'Espagne, tout le monde, mais eux, ils n'ont rien à foutre. Enfin, le travail continue. Il n'y a pas de souci, ils sont pas tombés dans cette espèce d'autocensure. On a tendance à dire, à cause du wokisme, il y a de l'autocensure. En fait, non, je pense que ça n'a aucun rapport. Je pense que l'autocensure qu'on subit aujourd'hui, comme tu dis, pourquoi il y a autant de BD qui sortent et qui sont un peu insignifiantes, qui ne vont pas aller chercher ni trop dans la comédie, qui vont vraiment marcher à tâtons, c'est parce qu'on a subi Charlie et qu'on n'a pas encore digéré vraiment ce que c'était, et que les attentats de Charlie vont laisser des traces imprimées aussi dans les cerveaux futurs qui vont arriver. Nous on est nés en se disant que
si tu fais dessinateur, tu te feras, enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui va rentrer avec un Kalachnikov et qui va te buter. Eux, ils sont nés avec ça. Eux, ils sont nés avec ce truc-là. Et donc, en fait, c'est intégré. Donc, si à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu te dis, attends, est-ce que je vais offenser? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qui machin? Et ben, ça y est, là, le coup a fonctionné. Donc, ça. Et on le sent déjà dans le. Je trouve que voilà, c'est sur ces choses-là qu'on va devoir réfléchir comme un peu la bande dessinée enfant qui a voulu, enfin qu'on dire qu'on a voulu faire grandir la bande dessinée, on a commencé à mettre du sexe dans la bande dessinée pour la faire pour faire passer à l'âge adulte. Et ben les attentats de Charlie d'une certaine manière vont être très importants pour le futur de la bande dessinée française. En tout cas. Et ce qui est drôle, c'est que je regarde aussi beaucoup les États-Unis et le Japon. Eux, leur BD, elle n'a pas bougé. En fait, à un moment, les États-Unis, il y a eu ce moment où ils ont eu pendant 20 ans une période avec Crumb, avec toute la BD underground américaine, mais qui a été tuée parce que de toute façon, eux, c'est impossible parce qu'eux, ils ont gardé leur industrie. C'est comme si nous, on avait gardé le journal de Tintin et Spirou qui cartonnait à balle, et à côté de ça, on avait un tout petit peu de la BD autorisante, mais très vite, le puritanisme américain a coupé net, hein. Ils ont eu le droit de s'exprimer pendant 20 ans. Crumb, il s'est pris un tollé, un procès, machin, il s'est fait zigouiller, et donc après, ils avaient tué la tête de Phil, quoi, et après les autres, ils avaient qu'à bien se tenir, quoi. Et donc en gros, aux États-Unis c'est ça, et puis par contre le Japon, alors là c'est de toute façon c'est l'industrie, elle est totale là-dessus, tout est lié, le dessin animé, tout machin, tout est lié encore aujourd'hui. C'est un train qui roule, mais sur des rails, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, il n'y a pas de souci, mais parce qu'ils ont des millions et des millions de lecteurs. Nous aussi, entre guillemets, on pourrait avoir des millions de lecteurs, mais il faut vraiment se dire, il faut vraiment imaginer que si on compare avec les États-Unis et le Japon, comme s'imaginer que nous, on serait encore avec le journal de Tintin, Spirou et Pilote, voilà, et peut-être Métal Hurlant. Voilà, on aurait ces quatre là qui seraient encore là aujourd'hui et qui auraient pignon sur rue, qui seraient avec les auteurs seraient des méga stars aujourd'hui. Alors que nos auteurs en France ne sont pas du tout des méga stars. Alors ils passent sur France Inter et tout ça, mais c'est quand même très réduit, quoi. Je sais que, je sais pas, par exemple, au Japon, quand Urasawa a eu une aventure avec je sais pas qui, ça a fait les journaux partout. Enfin vraiment, c'est comme des dieux sumo. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un truc avec ça. Et aux États-Unis, ça reste un truc de geek, ça reste un truc de niche, personne les emmerde. Ouais, la bande dessinée, ils sont pas allés chercher les lettres de noblesse, ils sont pas allés chercher les palmes, l'académie américaine, j'en sais rien, tu vois. Ils sont pas allés chercher tout ça, ils sont restés dans leur truc de geek, voilà. En fait, à peu près, moi, c'est les grandes lignes, quand je regarde à peu près ce truc. Et nous, on a ce truc où, alors, désolé, je termine un peu, je continue un petit peu, mais, et c'est aussi un truc qui m'intéressait, c'est que je me dis, pourquoi moi les dessinateurs italiens, c'est ce qui me fascine le plus. Vraiment, je suis Pazienza, je m'en remets pas, c'est vraiment, tous les auteurs italiens, et même ceux actuels, ils sont toujours incroyables. Pourquoi? Parce que eux, leur ADN pur, pour moi, c'est la peinture classique. La peinture classique, c'est leur ADN pur, ils voient l'art que comme, avec ce prisme-là. Nous, en France, c'est la littérature. Et nous, ça a été littérature, donc en fait, il a fallu que la bande dessinée aille chercher, a toujours cherché à se rapprocher de la littérature, et donc c'est normal que d'un côté, on soit devenu petit à petit assez autorisant. On est voulu basculer, on a voulu avoir l'ego, on a voulu avoir le nom. Les auteurs italiens, non, il faut faire le plus beau dessin possible, ils étaient vraiment dans ce truc-là, et c'est vraiment intéressant. Puis c'est comme, j'en sais rien, si on veut grossir le truc, en Belgique, c'est la poésie et le surréalisme, et ben ça continue d'influer dans leur bande dessinée, toujours, ils ont toujours ce prisme-là, ils sont toujours de meilleurs clients pour le franco-belge pur que nous les Français, quoi, parce qu'ils gardent encore ce truc un peu poétique, un peu bref, et puis on peut faire ça avec tous les pays.
de voir quel est le Japon, c'est simple, ça a été les estampes, les mecs ils se sont réveillés au 19e siècle, ils ont découvert qu'il y avait Caravage, ils ont fait attends c'est quoi, c'était 500 ans avant, je comprends pas ce qui s'est passé, et eux c'est plat, c'est tout ça machin, donc en fait c'est pour ça, c'est vraiment l'image, comment dire, ils se sont toujours fait au noir et blanc, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, c'est bon, c'est l'écriture, bref, il y a vraiment un truc très simple là-dessus, mais bon, c'était dans le truc de transmission, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, bah, on a quand même eu cette date de Charlie Hebdo et j'aimerais voir ce qui va se passer, quoi. C'est pour ça que on a l'impression que c'est un peu scolaire en ce moment la bande dessinée. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment l'adjectif que moi je colle à ces années-là. Et donc c'est scolaire, c'est très bien dessiné, c'est aussi très bien raconté, il n'y a pas de problème. Mais putain, c'est quand même c'est des dissertations de scolaire, quoi. Je voudrais quand même qu'on profite des toutes dernières minutes où Daniel est présent, déjà dans le public, pour savoir si vous avez des questions pour Daniel. Alors, je vous passe le micro. Merci. Moi j'ai une question très simple, pragmatique. Vous êtes à la fois chercheur, scientifique et dessinateur à la main, de bande dessinée. Comment vous faites le passage? Est-ce que votre formation de scientifique vous influence dans votre dessin, dans votre vision du monde, ou comment? Quel est le rapport entre les deux, ou est-ce que c'est vraiment une frontière? Non, il n'y a pas de frontière. Vous êtes la même personne. Ouais. J'ai commencé par la BD, j'ai commencé par le dessin, et puis mes parents m'ont obligé à faire des études sérieuses, et finalement j'y ai pris goût. Voilà. Donc la science c'est après la BD. Et finalement, c'est je dirais pas l'âme humaine, le fonctionnement humain. La dérision, c'est les tréfonds de l'inconscient. L'intelligence artificielle, c'est le même objet, mais par l'autre côté, c'est-à-dire on modélise sur ordinateur des phénomènes très simples. J'aurais pu compléter tout à l'heure quand je parlais de l'IA. L'IA est très mauvaise en humour, et c'est pas étonnant. Hein. L'humour, c'est... l'IA, elle pensait être par statistique, probabilité. J'ai souvent demandé des histoires drôles à ChatGPT, donc ce qu'il génère est rigolo parce que ça a la structure d'une histoire drôle. Et quand on lui demande comment il fait, il explique qu'il s'est entraîné sur des bases de quantité extraordinaire d'histoires drôles, donc il connaît la structure. Et il génère des trucs au hasard, c'est-à-dire il fait du sampling, histoire drôle. Mais quelle chance on a si on fait un sampling d'histoire drôle de tomber sur une nouvelle histoire drôle. Ça ne marche jamais, ça. Dans une histoire drôle, on modifie un tout petit détail et ça casse tout. Mais je voulais savoir, vous travaillez à la main, donc oui, je ne sais pas travailler sur ordinateur, mais... Voilà, quelque chose de très pratique, de très... disons que je m'étais habitué bien avant de commencer à faire l'ordinateur, à travailler à la main, donc j'avais mes facilités, mes façons de faire, et alors ensuite, passer à Photoshop, c'est raide. Ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vous restez quand même fondamentalement humain à la main. Je suis un humain, oui. Et en même temps, vous vous intéressez à cette espèce de science nouvelle. Oui, je veux comprendre comment ça marche. Qui a l'air un peu débile d'ailleurs, je sais pas. Pour l'instant, c'est-à-dire, il ne faut pas le sous-estimer comme je disais au début. À mon avis, à un moment, les IA se mettront à penser comme nous, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. À mon avis, c'est pour dans un siècle ou plus, donc on n'a pas à s'inquiéter. Ouais. Par contre, elles vont produire des histoires, du sampling d'histoires. Donc évidemment, il y a des gens à qui ça fait peur. Comme tu disais, Guillaume Musso, ou je sais pas. Oui, Guillaume Musso peut peut-être lui s'inquiéter parce qu'on pourra générer, produire des œuvres industrielles. Mais ça fait longtemps que ça existe. On n'a pas attendu l'IA. Hein. Non, mais je parlais du dessin proprement dit, parce que justement, l'intelligence artificielle, maintenant, peut générer absolument. Il génère des dessins, je ne sais pas ce que tu en penses, qui, moi je ne m'intéresse pas du tout. Moi je le vois en architecture chez Architecte, et ça y est, ça commence à venir, l'IA, mais de manière assez exponentielle, quoi. Enfin, c'est inquiétant. Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, il y a une citation donc, de ce fameux Benjamin Ardel dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais quand même la citer. Il dit « Je ne suis que le scénariste de cette bande dessinée puisque je ne sais pas dessiner, je ne suis pas illustrateur, j'ai donc utilisé un logiciel d'intelligence artificielle capable de générer des images pour pouvoir réaliser l'ensemble des illustrations de cette bande dessinée. » Alors c'est-à-dire,
Si par exemple on demande à l'IA, eh ben tiens, fais-moi une BD dans le style de Bastien Vives, elle peut le faire. Donc quelle est finalement... Je veux voir ce truc-là. Il y a des dessinateurs. moche. Ah oui, ça. Non mais ça c'est m'étonne, moche ouais. en fait, ce qu'il a fait. C'est moche, c'est... Oui, je sais que ça existe, mais je m'en souviens. Si je ne me trompe pas de bonhomme, c'est de la mauvaise SF avec des trucs bizarroïdes, mais qui se ressemblent à... C'est une mixture de n'importe quoi, et puis surtout, qu'est-ce qui est jouissif dans le fait d'être un scénariste? C'est d'avoir à côté de soi un dessinateur ou une dessinatrice de premier abord, et d'être le mec qui appuie sur la boîte Kodak en sachant pas qu'il est un photographe, et de voir revenir ce qu'on a écrit sous forme finale. Et cette jouissance-là, avec une intelligence artificielle, mais c'est pipeau, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est du sexe, le travail entre scénariste et dessinateur, même si c'est très chaste. Il y a une vraie relation amoureuse. Le bouquin dont parlait Gossens, La neige était sale avec Isler, ça a été une bromance incroyable entre deux mecs qui se connaissaient pas, quoi. Je veux dire, un Belge dont on est toujours dit c'est un mec insupportable, etc. Et moi, et on s'est retrouvés sur Sinon, et là il y a eu une fusion incroyable, et ce qui se produit dans ces moments-là va totalement au-delà de tout ce qu'on peut espérer avoir seul, en gros, se masturbant dans son ordinateur. Voilà. Mais en gros, moi ça me fait penser parce que moi je l'ai vraiment vécu quand je suis arrivé dans la bande dessinée, je me souviens vraiment, je suis arrivé et c'était tout ce truc de est-ce qu'il faut passer au numérique, il ne faut pas passer au numérique. C'était vraiment le grand truc, et tout le monde, et il y avait plein de gens qui paniquaient. Moi, j'ai juste que mon père avait une tablette et tout ça, donc j'ai pu l'utiliser dès mes 16 ans. Donc en fait, à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à travailler sur la tablette, donc j'avais plus d'expérience. Tu vois ? Oui. À la prochaine. Et oui, non, et je veux dire, j'avais plus d'expérience avec l'outil. Donc quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire mes dessins et tout ça. Et puis il y a des gens qui sont venus, et moi j'utilise vraiment 5% de Photoshop. Hein. Je sais rien, je prends le pinceau de base, taille 15, et puis tout le reste. Mais il y a plein de gens qui venaient me voir, je me souviens d'auteurs, qui me disaient mais comment tu fais, comment tu dessines, c'est quoi qu'il faut avoir, c'est machin. Et à l'époque on dessinait sur les tablettes, juste et on regardait l'écran et tout ça, puis après on est passé à celle où il y avait directement le dessin sur la vitre et tout. Et en fait c'est tout, moi j'ai vu, je me suis rendu compte que moi je voulais aller vite, et surtout j'avais besoin de refaire, quoi. Vu que je suis quand même quelqu'un d'assez sale, si je prends une feuille de papier et que je vais commencer à découper et tout ça, parce que j'ai raté mon dessin et qu'il faut que je le fasse un peu plus grand et tout ça, et surtout la chose qui m'a le plus intéressé dans la bande dessinée directement, c'était la mise en scène. Et pour la mise en scène, je vois pas ce qu'il y a de plus pratique que l'ordinateur, vraiment. Sinon c'est un bordel de crayons, de gomme et tout pour arriver à remettre le dessin, et on a raté, on n'a pas fait. C'est un enfer total, et moi c'est ce qui m'intéresse. Après il y en a d'autres, c'est le dessin, c'est vraiment le beau dessin et tout ça, et ça je comprends que le beau dessin, on a envie d'être dans le plaisir et tout ça. Et moi j'ai fait des bandes dessinées, quelques-unes au crayon de couleur, j'en ai fait une récemment à la gouache et qui sortira plus tard. Mais les deux, il n'y a pas de problème. Et ce qui est drôle, quand vous discutez avec les générations d'après, eux, le numérique, ils sont nés avec, et ce qui est fou, c'est que leur cerveau, il est vraiment fait en disant non, mais ça, cette BD, je vais la faire avec ce stylo et ce crayon, puis ça, cette BD, je vais la faire en numérique, et puis après, c'est un outil qu'ils maîtrisent parfaitement, et ils ne se posent plus la question de comment faire ça, je le mets là. Donc en fait, en gros, il n'y a pas vraiment de problème. Et je pense que l'IA, ça va être à peu près la même chose. On va utiliser un truc en disant c'est quoi en fait, ce bateau, il me casse, comme Hugo Pratt, ce bateau, je le donne à quelqu'un qui sait dessiner les bateaux. Et en fait, on fera peut-être là, je le donne à quelqu'un qui sait dessiner les bateaux parce que sur cette scène-là, j'y arrive pas. Il va refaire le truc, là, tu vas reprendre un peu. Ça va être ça, on va gagner du temps sur certaines choses, mais au final, ce qui compte, c'est l'œuvre finie. Et c'est voilà, c'est ça. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient non, mais ça, c'était fait en numérique, je vais pas lire cette BD. Alors, le désavantage du numérique, c'est que parfois, le trait est un peu mou. Ça, c'est, voilà, et l'idée, c'était il faut arriver à garder le geste, à avoir des trucs un peu plus qui tiennent un peu la route et tout, mais sinon, une fois que c'est apprivoisé, il n'y a pas de problème. Le seul désavantage du numérique, c'est que tes héritiers ne deviendront pas riches comme les non-existants héritiers de Jacobs,
C'est-à-dire qu'il y a peu de chances pour que une planche numérique ait une valeur quelconque. Mais il y a eu tout un temps où à l'imprimerie on marchait dessus, comme on a dit, voilà, on n'a rien à foutre des planches. Tout d'un coup, il y a eu de l'argent parce qu'il y avait un peu moins d'argent dans la BD. Donc là, je sais qu'il y en a plein qui dessinent en numérique, plein de jeunes, et qui, eux, ils se mettent tous sur les planches papier parce qu'il y a une certaine partie qui vise aussi un peu ça, qui vise, on peut essayer de faire des belles planches, mais moi je pense aussi qu'à partir du moment où on a commencé à vendre des planches, et que les planches ont commencé à prendre de la valeur, et ben ça a commencé un peu à tuer la bande dessinée parce qu'il fallait faire des planches, les mecs pensaient à faire des planches pour les vendre, et non plus pour raconter les histoires, et donc on faisait la planche, on savait qu'on allait faire le petit plan avec la nana, machin, la petite voiture, le petit truc, et au bout d'un moment, bon ben mec, en fait, oui, vous êtes tiré de balle dans le pied, quoi, vous êtes fait avoir à votre propre jeu. Ouais. Oui, ça, il me semble que ça vient des années 90. En fait. À partir du moment où c'est le 9e art et que les marchands s'y sont mis. Mais je suis d'accord avec toi, mais par rapport à l'IA, ce qui est clair, c'est que c'est une escroquerie intellectuelle de faire croire que l'IA pourra à un moment donné avoir de l'intelligence ou une âme. Enfin, c'est tout simplement. Et tu ne peux pas copier dans la machine ce que l'être humain n'a pas lui-même encore compris, c'est-à-dire l'origine de l'âme. Donc, alors il y a peut-être des mecs qui sont totalement barrés de la Silicon Valley qui croient vraiment que dans, tu vois, 20 ans, 30 ans, 100 ans, elle va dépasser l'être humain. Mais non, parce que l'être humain, et là où c'est intéressant, là où il se passe quelque chose dans la vie, c'est quand tu as une bifurcation. C'est-à-dire, si tu mènes toujours la même vie, si tu fais le même horaire chaque matin, ou si tu travailles toujours de la même manière, eh ben, oui, c'est facile à produire pour n'importe qui. Par contre, là où il va se passer quelque chose, c'est quand ton métro est en panne, quand il va y avoir un accident parce que ta femme ou ton compagnon ne va pas réagir comme tu l'imaginais, ou tout ça, où tu vas avoir une idée, où tu vas bifurquer, tu vas dire merde, je ne vais pas bosser aujourd'hui, je vais me balader sur tel chemin, et là tu vas rencontrer quelqu'un, et là il se passe quelque chose qu'on appelle une bifurcation. Et cette bifurcation-là, elle a ça de magnifique qu'elle n'est pas calculable. Et ce qui nous sauvera, je pense, ce qui nous sauvera, enfin, pas forcément en danger par rapport à ça, par rapport à l'IA, mais voilà, c'est l'incalculable. L'imagination, la beauté, la création vient toujours de l'incalculable. Et on est dans un monde qui est de plus en plus du calcul. Donc, après, on pourrait aller plus loin dans cette pensée et dire que ce calcul mène à une sorte de fascisme culturel, mais c'est pas le débat. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est important. Merci. Je vais bientôt laisser la parole au public. Simplement, j'avais 2-3 questions aussi pour Bastien. Alors déjà, je voulais savoir si, pour en revenir à cette histoire de transmission, si tu te sentais des affinités avec certains grands anciens de la bande dessinée. Est-ce que tu estimes que tu te places dans une certaine continuité, ou alors au contraire, tu as souhaité t'en détacher complètement pour tenter de définir une nouvelle formule par le manga et le roman graphique. On sait que par exemple François Voltaire a eu des mots assez durs sur le manga. Toi, tu en as fait. Donc, est-ce que c'est une nouvelle manière? J'ai aussi des mots assez durs sur le. J'ai des mots aussi assez durs sur le manga. Non, en gros, moi je suis très formidable, c'est qu'en faisant de la bande dessinée, j'avais fait je suis allé à un festival d'Angoulême, les auteurs, tu les vois, tu peux discuter avec eux, tout de suite c'est très simple, enfin il y a vraiment quelque chose qui n'est pas forcément je pense pas que ça se passe comme ça dans un autre médium. Je pense que c'est plus difficile d'aller discuter vraiment avec, parce que je pense au cinéma, mais c'est plus difficile de rencontrer tout de suite les auteurs, que tu admires et tout ça. Moi, le truc aussi, c'est que je pense aussi quand on est jeune, quand on arrive, en fait, la bande dessinée, vu que l'histoire de la bande dessinée, elle s'enseigne pas vraiment. Alors, j'ai pas fait d'école de bande dessinée, ça se trouve peut-être qu'on enseigne l'histoire de la bande dessinée dans les écoles de bande dessinée, mais pour moi, tous les auteurs, c'est à peu près pareil. Enfin voilà, je n'arrivais pas forcément à les remettre dans un contexte, une date et tout. Je savais que ceux qui étaient morts, ceux qui n'étaient pas morts, voilà, on est à peu près là. Mais très vite, mais c'est en faisant de la BD que j'ai commencé à comprendre. En fait, j'ai commencé à comprendre que, attends, si tu dessines comme ça, moi, je me suis toujours dit, ah non, mais c'est parce que j'ai vu Corben quand j'étais petit que je dessine comme ça, voilà. Et en fait, j'ai réfléchi, mais en fait, je regarde mon dessin et celui de Corben, je fais, non, en fait, juste que j'aime beaucoup le dessin de Corben, mais je dessine pas du tout comme Corben. Mais par contre, tu te rends compte que, mais en fait, si les gens acceptent ce dessin-là et fait que tu peux le faire aujourd'hui, c'est parce que, il y a eu Hugo Pratt, et puis si tu vois qu'il y a eu Hugo Pratt, c'est peut-être parce qu'il y a eu Munoz. Tu vois qu'il y a eu, si Munoz, c'était Hugo Pratt, il y a Milton Caniff, il y a Milton Caniff, voilà, tu remontes jusqu'à Jésus-Christ, tu vois. Et en fait, et c'est ça qui est
intéressant, c'est que d'un coup tu t'intéresses à ce truc-là, et c'est ça qui est génial, c'est que tu vois, tu commences à regarder des styles, tu commences à regarder l'histoire, et t'es plus, entre guillemets, imbriqué dans ton époque. Tu vois. Et moi je sais que quand j'étais à l'école, c'était, par exemple, c'était Nicolas de Crécy. Nicolas de Crécy, c'était Nicolas de Crécy. Tout le monde dessinait Nicolas de Crécy. Après, il y a eu Christophe Blain. Tout le monde dessinait Christophe Blain. Moi, j'ai pas eu le moment Blutch, mais tu vois, genre, il y a vraiment, et tu vois ces trucs où tout d'un coup, ton dessin, moi, au début, je regarde mes premiers dessins, je dessinais comme un peu très influencé par JP. Parce qu'il était là, c'était un peu la tête à ce moment-là. Et puis après, on se détache, et puis après, on retrouve, on re-questionne aussi le dessin qu'on a aimé quand on est enfant, et puis là, à ce moment-là, on commence à s'intéresser à essayer de comprendre d'où est-ce que vient ton dessin. Et moi, très vite, je me suis rendu compte que, bah oui, en fait, c'est Dany, Dany m'a énormément influencé. Je dessinais les nanas comme Dany. Ouais, mais oui, et puis même tous les gags, les blagues coquines et tout ça. Et vraiment, Dany quand j'ai commencé vraiment à me replonger dans Dany, ce que j'ai toujours aimé, c'était parce que c'était un dessin enfantin de Spirou avec des blagues coquines. Et en fait, dans ma tête, je sais pas, personne d'autre a fait ça. Vraiment, il y a un truc très bizarre. Soit tu faisais de la BD adulte, soit tu avais un dessin enfant. Et lui, il a mixé les deux. Et tout d'un coup, c'est très étrange. Et moi, je crois que c'est ce que j'ai adoré. Et puis à partir de là, je commence à m'intéresser. Puis après, si tu vois Dany, là, tu vois Dave Franquin. Puis après, si tu commences à t'intéresser tout ces trucs-là, bref. Et donc, à ce moment-là, mais je pense que cette volonté de s'intéresser à l'histoire de la bande dessinée et d'essayer de comprendre les formes, ben ça, faut être un peu passionné, quoi. Mais ça vient, puis je sais qu'il y a des auteurs, ils ont exactement le même style que quand ils sortaient de l'école, qui est un style qui était à peu près valable dans l'année où ils sont sortis, et ils ont gardé ce style-là, ils se sont dit ça c'est mon style, et ils font ça, et ils ne le rebougeront jamais. Et ça, je pense que, par exemple, quand tu regardes Blutch est passé par des tas de styles différents, du Forest, du machin et tout. Voilà. Bon, après, il a été énormément pompé par tous les autres auteurs, ce qui fait qu'à chaque fois, il a dû rechanger de style. Enfin, mais c'est intéressant de voir que il va aussi, tout d'un coup, il y a des auteurs qu'on a adorés quand on était gamin, qu'on va moins aimer, qu'on va redécouvrir, et aussi vice-versa. Et donc, notre style évolue suivant le truc. Moi, je sais que là, en ce moment, il y a du franco-belge, mais en fait, là, en ce moment, je veux retrouver du comics américain parce que je suis fasciné par l'underground américain en ce moment, et puis aussi par les Italiens, par Pacienza, machin, et donc j'ai envie de retrouver un truc un peu underground. Et donc, mon style est en train de partir là-dedans, quoi. Et c'est ça, parce que on est un peu des éponges, quoi. Ouais. Une question qui peut s'adresser à vous trois. On a parlé tout à l'heure des revues des années 70-80 qui avaient ce côté un peu contestataire, un peu iconoclaste. Je voulais savoir s'il y avait encore de la place aujourd'hui pour des publications de bandes dessinées, albums ou revues qui soient poil à gratter comme elles ont été dans le passé, à l'heure où de nombreuses revues ont dû mettre la clé sous la porte. Peut-être que tu peux parler par exemple de Charles Consuel, Jean-Luc pour Metal Hurlant maintenant, ou d'autres revues. Enfin voilà, je voulais savoir. Moi je trouve que la chose qui est intéressante à faire, c'est de les faire dialoguer, de toujours faire essayer de dialoguer les générations. C'est ce qui. Voilà, c'est d'arriver à dialoguer. Voilà. Je pense que c'est un truc de ceux qui étaient là avant, ceux qui sont là aujourd'hui, et les faire dialoguer. Nous, c'est ce qu'on voulait faire dans Charlotte Mensuelle, d'avoir du patrimoine, enfin des gens morts, des gens un peu plus vieux, et puis des jeunes, et puis de faire dialoguer tout ça. Mais par exemple, quand tu disais par rapport aux revues, oui, est-ce qu'il peut y avoir des trucs poil à gratter? Moi je dis quand même, je reviens toujours à mon truc de Charlie, mais c'est quand même un peu difficile, hein, parce que tu te prends un coup de Kalachnikov, c'est mal barré, quoi. Donc les gens ils n'ont pas envie de faire ça. Moi je sais que quand j'ai discuté avec mes histoires et mes déboires, et ben j'étais soutenu, c'est drôle, j'étais soutenu par qui? Vraiment ceux qui m'ont défendu corps et âme, c'est Charlie Hebdo et Le Point. Alors,
C'est quand même étonnant. Bon. Ceux qui sont schizophrènes là-dessus, c'est Libération et Le Monde. Soit Libération, ils sont à fond derrière et tout, et puis sinon, l'article d'après, ils descendent complètement. Et en fait, c'est très compliqué. Et puis Le Monde aussi. Puis en fait, tu te dis, bon bah en fait, Charlie Hebdo et Le Point, est-ce que c'est encore contestataire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire un truc contestataire? Qu'est-ce qui est contre quelle politique? Ce serait quoi aujourd'hui? Est-ce que au moins on va dire que la politique, ce serait celle de, je sais pas, Macron, et donc ceux qui sont contre Macron, c'est le contestataire? Ou est-ce que je sais pas, c'est très compliqué d'arriver à savoir où est-ce qu'est la ligne, parce qu'avant c'était beaucoup un truc un peu intergénérationnel, il y avait beaucoup la religion. Une fois qu'on a tapé un peu sur la religion, une fois qu'on a tapé sur tout ça, sur quoi il reste à taper? Oui, je sais pas, le capitalisme, plein de choses et tout, mais bon, je sais pas, je saurais pas vous dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui une bande dessinée contestataire. Vraiment, je ne saurais pas le définir. C'est même pas dans ton projet pour l'instant, puisque tu es même en train de... C'est aussi une idée qui me travaille en matière de bande dessinée pure, c'est de ne pas laisser mourir la bande dessinée centrale, de ne pas laisser mourir le mainstream. Parce que je sais que si on laisse mourir le mainstream, on va se retrouver dans une espèce de couronne périphérique et devenir la littérature française, où on va commencer à se bouffer le nez entre 3 génies et 200 merdes innommables qui publient le même livre depuis 20 ans et qui vont faire les marioles dans les rares émissions qui restent. Donc on a besoin de gens qui continuent à faire la queue devant des gens qui dessinent des histoires comme Bernard Prince, et des gens qui dessinent comme William Vance ou comme Herman, et des choses comme ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as fait litière un peu vite du wokisme. Parce que le wokisme, ça n'existe pas en soi, je suis d'accord, c'est pas un problème. C'est un produit dérivé d'une époque, et c'est l'émergence d'un néo-puritanisme qui prend un outil qui est l'outil plus moderne, qui sont les réseaux sociaux, et qui s'en sert pour propager bien au-delà de ce qu'est sa véritable audience, parce que quand on va à Angoulême et qu'on voit le raffut qu'ils ont fait autour de lui à Angoulême, qui est parti de l'école d'Angoulême, je ne sais pas qui disait, les profs disent regardez plus ça, c'est caca, il ne faut plus, etc. C'est toi qui disais ça. Aujourd'hui, il y a une poignée de gens surexcités qui veulent à tout prix lyncher d'autres gens. C'est clair et net. Il y a une excitation qui vient des réseaux sociaux, qui est explicable. Hein. C'est la tolérance à l'achat de ça. J'aurais été élève d'école ou de lycée, j'étais un peu un cancre, j'aurais été élève d'école ou de lycée, j'aurais plongé à fond sur les réseaux sociaux, et peut-être que j'aurais monté des possibles pour aller lyncher des gens que je n'aimais pas avec mes copains. Moi j'ai une nièce qui a été harcelée à l'école avec les réseaux sociaux, c'est une véritable horreur. Donc ça établit dans la société un mouvement de néo-puritanisme, comme tu le décrivais, de crainte de la part des éditeurs, qui retirent les choses en disant non, il ne faudrait quand même pas, parce que, etc. etc. Moi je publie la Queen du Queer, je publie Alison Bechdel, qui est une lesbienne américaine, qui fait des livres sensationnels, qui a écrit Fun Home, qui a vraiment fait des bouquins géniaux. J'ai fait un truc avec elle, la dernière fois qu'elle est venue à Paris, il y avait 600 filles en folie au MK2, qui étaient debout sur les fauteuils, etc. Bref. Et c'était à la fois génial et entièrement terrifiant de voir la violence quasi footballistique de ces filles. On serait cru dans la tribune du COP, machin, voilà, exactement. Donc on est dans cette période-là, je ne pense pas qu'en ce moment la provocation soit l'outil le plus sûr, et je ne pense pas qu'on pourrait aujourd'hui recréer pour l'époque ce qui était autrefois, alors là de mon temps, c'était Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty à la télévision, qui a été le père qui descendait du surréalisme et de Dada, qui a été le père de Harakiri, qui a été simultané. Et Harakiri, moi c'était mon journal, j'ai lu toute mon adolescence, j'ai lu Harakiri. La provocation sur la parole libre. Et la provocation qui était la parole libre, et ce dont parlait Gosselin, cet humour dit de deuxième degré. Qui en fait, c'est vrai que le deuxième degré n'existe pas, c'est juste une manière d'attaquer un certain nombre de sujets en
se ridiculisant soi-même dans le même mouvement. C'est-à-dire que c'est un processus très compliqué, les processus des journaux de provocation. Et Métal Hurlant, par exemple, c'est un journal de provocation, mais de façon quasi inconsciente. C'est-à-dire que faisait simplement, c'était les punks, c'était les Sex Pistols au pavillon du bois. Et donc, en même temps, il y avait tous les dessinateurs qui emboîtaient ça. Tout le monde était à la poudre, il faut dire les choses comme elles sont aussi. Hein. Tout le monde était à l'héros ou à la coke. Angoulême, dans ces années-là, c'était ahurissant quand même. Vraiment, il faut le savoir. C'est que les humanos, ils venaient avec leurs dealers. Voilà. Donc, et je ne m'en vante pas parce que ça a fait des drames terrifiants. On a perdu des gens comme Arnaud, qui était un dessinateur extraordinaire, là-dedans, etc., etc. Mais c'était ça le zeitgeist, l'humeur de l'époque, l'esprit du temps. Et aujourd'hui... Non, mais moi je trouve que ça ressemble un peu à vous voyez le film The Warriors, les guerriers de la nuit. On doit aller à un point A à un point B, et en fait, putain, ça se castagne de partout, là. C'est vraiment, tout le monde se met sur la gueule, des petites communautés, des trucs, on sait plus trop ce que les gens veulent avoir, ce que c'est très violent, c'est très extrême. Et c'est ça, je pense que l'idée là, c'est d'arriver à trouver une espèce d'équilibre, à trouver une espèce de manière. Moi je dis, ok, ça en plus, même c'est un problème, genre, que les jeunes générations règlent. Je pense que de toute façon, il y aura toujours dès que on serre la vis quelque part, ça va toujours créer un peu des punks, des gens qui vont vouloir desserrer. Mais ça, c'est plus mon problème. C'est plus le problème l'idée, c'est d'arriver à continuer à travailler et de pouvoir continuer à s'exprimer. Pour l'instant, ça, c'est toujours un peu délicat. Moi, j'arrive à m'en sortir. Je connais d'autres auteurs qui, eux, vraiment galèrent complètement. C'est très très difficile parce que les éditeurs sont très frileux. Mais au bout d'un moment, comme tout, je pense que dès qu'on va se serrer la vis, il faut pas qu'on... Enfin, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que la vis se bloque à un moment, quoi. C'est tout ça. Et donc voilà, moi j'aime bien l'idée. J'ai toujours bien aimé l'idée de... moi j'ai cru... Voilà. Et je pensais que... Pardon, mon père disait souvent que j'étais né avec une cuillère en or dans la bouche parce que tout le boulot avait été fait avant. Ils avaient tapé sur l'écurie, ils avaient tapé sur tout le monde et c'est bon, c'était réglé. Et j'ai cru que c'était réglé. En fait, non, ça revient. Quand j'étais petit, c'était les familles de France, et ben maintenant, c'est les familles de France, et puis c'est d'autres. Voilà, c'est d'autres qui sont un peu, voilà, maintenant qu'on les a identifiés, il faut arriver à, comme je dis, voilà, aller de son point A à un point B. Et voilà, il y en a certains avec qui on va se castagner, d'autres qu'on peut arriver à éviter, d'autres qu'on peut machin. Donc voilà, chaque personne a son trajet de métro à faire pendant la nuit. Pour finir là-dessus, il y a un dernier éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé quand même, qui est très très important vis-à-vis de la bande dessinée, c'est qu'elle est en train de créer une espèce de merge, de fusion, en accueillant en son sein des actrices qui ne sont jamais vraiment exprimées majoritairement dans son sein. Les femmes sont arrivées. Ma théorie, c'est que les femmes sont arrivées à cause des écoles, ou grâce aux écoles. Parce que, comme je décrivais les garçons qui imitent, les femmes, d'une manière générale, si vous regardez bien dans la vie comment ça se passe, les femmes commencent par maîtriser des techniques et ensuite s'en servent pour les annexer et raconter ce qu'elles ont raconté. Il n'y a pas de ressemblance réelle entre ce que font les filles pour l'instant et ce que font les garçons. Ça va se fondre, bien entendu, hein, je veux dire, ça va devenir un grand mouvement et tout ça va s'interpénétrer, s'interinfluencer, etc. Et pour l'instant, il y a une espèce de mur. Anouk Ricard, ça ressemble pas. Anouk Ricard, c'est de la provoque, mais c'est de la provoque de filles. Hein, le Grand Prix d'Angoulême, c'est de la provoque de filles, c'est-à-dire ça ressemble à du Charlie Schlingo, mais elle n'est pas bourrée tous les soirs à dégueuler ses tripes dans les bistrots et à sortir la gueule en sang parce qu'elle se bat, je veux dire, par exemple. C'est des grosses différences. Et on est dans cette période d'arrimage très compliquée entre deux blocs comme ça. Donc il y a des antagonismes qui viennent de là. Très souvent, les meneurs des mouvements anti-Vives, etc., ont été très poussés par des filles. Moi, j'ai vécu des choses terrifiantes avec même des gens que je connaissais et que j'appréciais et avec qui je me suis fâché définitivement. On l'a vu pour cette conférence aussi, c'était des filles aussi sur Twitter qui... Voilà, là aussi, on a eu... Alors, c'est des phénomènes qu'il ne faut pas accorder plus d'importance que ça, c'est marginal. Mais, voilà, et quant aux écoles,
le problème des écoles de bande dessinée, c'est qu'elles sont devenues aujourd'hui comme les écoles de beaux-arts. Il y a eu une époque où les enseignants dans les écoles de bande dessinée, c'était des gens absolument extraordinaires, qui étaient des gens qui avaient une profession, qui avaient un métier, qui étaient des dessinateurs de bande dessinée. Aujourd'hui, ça devient beaucoup des laissés pour compte, comme dans les écoles de beaux-arts. Donc des gens qui sont aigris, des profs, qui sont des gens qui n'arrivent pas à publier. Moi, je connais plein de profs qui envoient à tour de bras des projets aux éditeurs, mais les éditeurs ne veulent pas parce que c'est pas assez bon, simplement, mais qui enseignent à la place. Et ces gens-là, c'est pas étonnant qu'ils montent les élèves contre ce qui est le meilleur, ce qui est le classique, etc. etc. C'est pas du tout une surprise. Je voulais peut-être un dernier mot, puis on laisse la parole au public s'il y a des questions. Un dernier mot, oui, mais lequel écoute, c'est tellement vaste que... là là. Mais oui, le wokisme, c'est... Mais si, parce que l'idée de base, ça vient des années 60, c'est génial, le wokisme. C'est la défense des minorités et lutter contre les injustices sociales. Après, oui, il y a une mouvance qui est totalement délirante, voilà, mais je pense que si on essaie de résumer... oui et non, mais si on écoute ce que tu dis, oui, il y a... Ouais, tu dis épiphénomène, pardon. Oui, ça a pris un peu en France, mais c'est pas... Oui, ça ne concerne pas beaucoup de gens. Non, c'est pas ça le... Non, je pense que ça dépasse, enfin, c'est un sujet qui dépasse de loin le milieu de la BD, en fait. Ah oui, c'est l'Occident en règle générale, quoi, tu vois, là, pour répondre au article 4 je pense que ça va la être compliqué conférence. pour la BD. Donc, le mot de la fin, c'est que faut continuer à dessiner, et je pense que oui, il faut rester libre. Il ne faut pas s'occuper de tout ça, en fait. Ce qui peut sauver de cette époque un peu sclérosée, c'est de prendre les pas de côté, c'est de continuer, finalement, réellement... Oui, et puis de faire confiance à ce que disait à la vie, c'est-à-dire à action-réaction. Action-réaction, enchaîne. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une attaque contre quelque chose, ça se crée des entités. Oui, et puis on vit dans une époque qui nous envoie sans arrêt des affects négatifs, constamment, et tout ça, et ça tue la créativité aussi, tu vois. Oui, ça la stimule. Ça peut la stimuler, moi, ça aurait plus tendance à la casser, donc c'est vrai. C'est chouette, hein. Ouais, complémentaire, finalement. Et ton mot de la fin. Non, je pense que là on vit l'évolution de la bande dessinée, c'est super, comme tu disais, il y a de plus en plus d'autrices, et ça je trouve ça très bien, je trouve ça génial, j'ai hâte parce que là c'est une situation qui est un petit peu compliquée, où elles sont très épiées, il faut que aussi elles soient des étendards et tout ça, machin, c'est très dur, je pense aussi aujourd'hui d'être autrice, j'aimerais pas être à leur place. Et je pense qu'une fois qu'on se sera un peu débarrassé de ça, qu'elles pourront vraiment commencer à raconter toute la saloperie et le merdier qu'elles ont dans leur tête, parce que nous c'est ce qu'on fait en bande dessinée, parce que nous ça fait 2000 ans les mecs, qu'on raconte toutes nos saloperies qu'on a dans la tête, tous les trucs qu'on s'éclate. En bande dessinée c'est plus difficile, c'était le siècle, le 20e siècle a été féminin, mais il faut qu'elles arrivent à... Voilà, et elles le font, elles le font très bien, elles le font à leur manière, il y a plein de choses intéressantes, mais il ne faut pas que ce soit vampirisé par tout d'un coup l'idée que il faut que ce soit mieux, il faut que ce soit plus précis, plus propre, voilà, et ça je pense que c'est ce qui pourrait un peu tuer encore plus un peu la bande dessinée, parce que c'est l'idée c'est le truc qu'on disait au tout, si on s'éloigne de ce qu'était la bande dessinée même, et qu'on commence à vouloir juste gagner des lettres de noblesse, d'essayer d'être respectable, respecté, c'est l'artistique qui en prend un coup. Je pense que c'est ça. Voilà, bref. Donc c'est pour ça. Je pense que, mais c'est sur la bonne voie. Vraiment, je suis assez confiant sur le futur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, je voulais souligner deux choses actuellement dans la BD qui m'agacent un peu. Il y a le fait de la prolifération des romans graphiques. Alors, il y en a qui sont de très bonne qualité, je pense par exemple à La Route de Manu Larsenet qui est sortie l'année dernière, mais il y en a quand même qui sont très médiocres. C'est vraiment c'est presque du plagiat,
c'est presque du plagiat d'un roman. Ah, quand vous dites roman graphique, vous parlez d'adaptation de romans en bande dessinée. Le roman graphique, parce qu'il y en a énormément, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a le pire et le meilleur, mais il y a quand même beaucoup de pire. Et la deuxième chose, c'est que, alors là c'est un problème chez les libraires, c'est cette distinction qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, enfin, moi j'habite à Vincennes, il y a une très grosse librairie indépendante, et une librairie générale, une librairie jeunesse, BD, etc. C'est une distinction un peu méprisante, je trouve, qu'il y a actuellement entre la BD, bon, il y a la BD pour enfants, les livres pour enfants, et ensuite il y a la BD pour adultes, et puis au milieu, il y a une BD pour petits adolescents, on ne sait pas trop. Et donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette BD pour adolescents? Par exemple, récemment, le dernier Alix, Natacha, Chanson d'avril, une réédition de Tintin, une réédition également des rééditions de grands ancêtres, entre guillemets. Et je trouve que cette façon de présenter les choses entre la BD adulte et la BD enfant, alors quand moi je veux acheter Natacha Chanson d'avril, on me regarde d'un air un peu bizarre. Comme quelqu'un qui a plus de 70 ans qui achète une BD de gamin de 15 ans. Quoi. Voilà. Oui, non, ça c'est ce que je disais au début, là, c'est que, comment dire, on n'arrive pas trop à, comment dire, il faut arriver à la vendre, à la bande dessinée, et moi j'avais dans l'idée que c'est bon, tout le monde avait compris ce que c'était que la bande dessinée, mais en fait non, c'est toujours un peu difficile, la bande dessinée sera toujours vue de cette manière, voilà, c'est un peu pour ceux qui n'arrivent pas très bien à lire, c'est pour ceux qui comprennent pas, voilà, c'est un peu pour les idiots, j'en sais rien, voilà, un truc un peu comme ça. Mais moi je dis trop bien, super, qu'on nous laisse tranquille, non mais vraiment, c'est vraiment ça, mais qu'on nous laisse tranquille, vraiment, j'en ai aucun problème avec ça, genre, laissez-nous, et oui, genre, qu'on nous laisse tranquille, arrêtez de nous casser les couilles, genre vraiment... c'est un des médias les plus libres. Oui, non, c'est super la BD, mais si c'est pour les nazes, allez-vous-en, vraiment, genre, j'ai aucun problème avec ça, et moi c'est ça qui me plaît. Je vais plus soir. Alors, Jodorowsky, il disait un truc quand on était américain, il disait, moi, tu sais, si je fais de la bande dessinée, c'est parce qu'il n'y a pas encore les multinationales et de la bande dessinée. Donc c'était exactement ça, c'était l'art des crétins ou des gens qui bougent les lèvres en lisant, donc, on était tranquille. Bon, on ne peut pas mettre un bouchon sur cette fuite d'eau-là, c'est parti, on est devenu populaire, c'est formidable, tout le monde nous aime, on va dans les festivals, on est des putains de rockstars, on ne va pas se plaindre non plus, il ne faut pas exagérer. Je veux dire, c'est dans la nature humaine aussi, dans les tours de sol, de chercher la lumière. Voilà, donc on fait ça. Maintenant, le roman graphique, c'est deux choses, c'est comme la nouvelle vague, c'est le fruit d'une amélioration technique qui a permis de produire à la place des albums de 64 pages de Tintin qu'on vendait à un marché d'enfants, donc il fallait vendre en dessous de tant de francs à l'époque. On peut maintenant produire à des coûts relativement raisonnables des albums de 300 pages, moins depuis les dernières augmentations de papier, mais pendant un certain temps c'était ça. Donc ça a permis de lâcher les rênes et d'avoir des dessinateurs pas feignants, mal payés, qui acceptent de faire tout d'un coup des bouquins de 250 pages et qui arrivent en disant tu m'en veux pas, j'ai fait 250 pages. Non, on va parce qu'il y a ton nom qui est écrit dessus. Parce qu'il y a ton nom. Ça c'est l'auteurisme aussi. Et aussi ça a coïncidé avec le changement de contenu. C'est-à-dire qu'on a des thématiques, on a des manières d'aborder les choses, des manières de raconter qui ont changé. Donc le vrai roman graphique, si vous ne parlez pas d'adaptation graphique de romans existants sous forme de littérature, mais de roman graphique, c'est-à-dire de bouquins plus épais, d'un format généralement plus petit et touchant des sujets plus matures, plus adultes. Moi je trouve que ça a le droit de citer. Non, je pense qu'il parlait des adaptations. Ah, les adaptations. Alors les adaptations, c'est un autre problème. Les adaptations, oui, c'est ce que je fais moi. Je te remercie. Et toi qui reprend les pompes d'Igo. Moi, je n'adapte pas les romans, Non, tu adaptes Hugo Pratt, non, moi je vole. Les romans de Pierre Lemaitre qui sont... Oui, tout. C'est ce que je disais tout à l'heure.
non, maintenant ça y est, c'est des... Ah bah ils veulent vendre. Ça passe en BD, quoi. Alors, c'est aussi un autre problème, mais qui est très intéressant aussi, c'est qu'on est dans un siècle de l'image, et que la littérature, elle s'est toujours adressée au discours dominant. Quand l'écrit était le discours dominant, la résistance était les libelles, la poésie, le roman, etc. etc. Aujourd'hui, c'est quoi le discours dominant? C'est la CCTV, c'est l'image de télésurveillance. On répond à l'image de télésurveillance, je suis un monsieur avec des images, et le travail des dessinateurs, c'est de remettre des images sur les trucs. J'ai un copain qui vient d'adapter remarquablement bien un truc dont vraiment je pensais qu'on n'avait plus rien à foutre, qui était Vipère au point d'Hervé Bazin. C'est loin là. Hein. Il avait fait une super adaptation du Bonjour Tristesse de Sagan, il s'appelle Frédéric Révénard. Il vient de faire une superbe adaptation des histoires de Folcoche que quand j'étais petit on regardait à la télé, c'était Alice Papriche qui jouait la mère, c'était d'un gonflant inimaginable. Donc voilà, ça existe. Mais ça, c'est aussi un troisième phénomène qui est la nécessité de produire. Parce qu'on est dans la maladie expansionniste du capitalisme qui ne peut pas s'arrêter de produire, qui ne peut pas se restreindre. Tous les éditeurs vous diront on édite trop, on publie trop. Mais quand vous direz à l'éditeur, et qu'est-ce que tu fais sur ton catalogue? Moi, je peux en parler, je fais 5 livres par an comme éditeur, donc j'emmerde personne, hein, franchement. Mais qu'est-ce que tu fais, toi qui fais 100, je sais pas, Casterman, qui fait 120 livres par an, qu'est-ce que tu fais pour enlever de ton catalogue des trucs? Ben rien. Je continue à produire parce que le chiffre d'affaires, c'est plus important que le bénéfice. Et que sortir des livres, c'est aller chez le libraire qui vous avance l'argent des livres, du papier qui est chez lui. Et quand vous faites vos bilans en fin d'année, si vous avez beaucoup de papier dehors, votre bilan il est équilibré, même si vous n'avez pas vendu ce papier-là. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est qu'on marche sur la tête, mais ça c'est le capitalisme. Et bon, on pourrait rentrer, on discuter des heures. Mais voilà, quant aux distinctions en librairie, dernier point, il est très net qu'on ne peut plus laisser entrer les enfants dans des librairies où sont des livres pour adultes, parce qu'on va avoir des parents qui vont nous tomber sur le groin en disant mais enfin qu'est-ce que c'est que cette scène où cet homme se demise un cochon? Enfin je veux dire, vous voyez, il y a ça aussi quand même. Parce que mine de rien, malgré tous les émois et les trucs comme ça, la bande dessinée continue à être, disons, très libre. Et heureusement. C'est formidable. Et si vous mettez ça à côté de Fripounet ou Marisette, ou même de Natacha, qui était le summum de l'érotisme quand j'avais 12 ans, vous allez avoir des ennuis vraiment comme quand vous laissez rentrer un enfant de 12 ans dans un sex shop dans les années 70. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? On est bon? Non. Donc on va pouvoir peut-être passer à la séance dédicace. Une réponse d'une demi-heure, à nous deux, on va le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'était vraiment passionnant.